Clara Duval serra son bouquet de mariée contre sa poitrine jusqu'à ce que les tiges se brisent net en deux. Elle se tenait au milieu de la gare de la Rame, dans la robe blanche de sa mère, tandis que tous les yeux de la ville se posaient sur elle, et elle se fit une promesse. Elle ne pleurerait pas, pas quand le fils du chef de gare lui glissa cette lettre pliée dans sa main gantée, pas quand elle lut les trois phrases de Thomas Hale et sentit le sol se dérober sous ses pieds, pas quand les rires commencèrent, bas méchants, se propageant dans la foule comme un feu dans l'herbe sèche en été. Elle resta là, à respirer, tenant des fleurs brisées et un avenir brisé, tandis que le Wyoming brûlait autour d'elle. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne, suivez Clara jusqu'au bout et laissez un commentaire. Dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. La lettre n'était pas longue. Clara avait imaginé, dans les recoins les plus sombres de son esprit, que si Thomas Hale la quittait un jour, il aurait au moins la décence de le lui dire en face. Elle avait imaginé des larmes, les siennes ou les siennes. Elle n'était pas sûre. Elle l'avait imaginé peinant à trouver ses mots, comme un homme respectable peine devant une chose difficile. Elle avait imaginé quelque chose, n'importe quoi, une preuve qu'elle avait assez compté pour mériter un véritable adieu. Au lieu de cela, elle eut droit à trois phrases. Clara, je ne peux pas aller au bout de cette démarche. J'ai pris d'autres dispositions. S'il te plaît, ne m'écris pas. Aucune excuse, aucune explication, pas même son nom signé en bas, comme si cela même aurait coûté trop cher. Elle l'a lu 2 fois, puis elle la replia le long de son pli et la plaça soigneusement à l'intérieur de son gant, contre sa paume. De la même manière qu'on presse une blessure pour arrêter le saignement. Le bouquet de roses blanches qu'elle avait porté depuis l'hôtel de la rue Birch à 6 heures ce matin-là. Ses doigts avaient été doux avec elle pendant toute cette marche, de la même manière qu'on est doux avec quelque chose en quoi l'on croit, avait commencé à se plier. Elle n'avait pas remarqué jusqu'à ce moment que ses mains tremblaient. « Tout va bien, mademoiselle ?» Le fils du chef de gare la regardait avec de grands yeux inquiets. Il avait peut-être 15 ans. Il semblait souhaiter ne jamais avoir eu à livrer quoi que ce soit de sa vie. Clara se redressa. « Très bien, dit-elle. Je vous remercie. » Elle se tourna vers le quai. La foule avait déjà commencé à remarquer. C'était la chose la plus cruelle dans une gare. Il n'y avait nulle part où aller, pas de porte pour disparaître, pas de couloir étroit où se replier, juste un quai ouvert, un ciel ouvert et des escaliers ouverts. Et Clara Duval, dans la robe de mariée de sa mère, debout au milieu de tout cela, comme un objet abandonné sur un banc. Une femme coiffée d'un bonnet bleu se pencha vers sa compagne. Clara n'entendit pas les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle vit le regard en coin, le sourire réprimé, la main se levant pour couvrir la bouche comme si la délicatesse l'exigeait. « C'est celle de Boston », dit un homme à proximité, sans baisser la voix. « La fille de Thomas Hales. Plus maintenant, semble-t-il. » Un temps de silence. Puis quelqu'un rit, un rire bref, surpris, immédiatement ravalé, et c'était en quelque sorte pire que s'ils avaient tous ri en même temps. Clara garda le menton haut. On l'y avait entraînée depuis son enfance. Une femme Duval ne bronche pas en public. La voix de sa mère, fiable comme le fer. Une femme Duval se tient droite. Elle se tenait droite, mais son bouquet était plié au niveau du col. Maintenant, elle réalisait qu'elle l'avait serré si fort sans le savoir. Elle le posa sur le banc le plus proche avec la minutie délibérée d'une femme plaçant une pierre tombale, et elle ne le regarda plus. La chaleur de juillet était féroce. Le Wyoming en été ne ressemblait en rien à Boston. Elle avait un poids, plat et oppressant, qui s'asseyait sur les épaules d'une personne et ne bougeait pas. Clara sentit la sueur dans sa nuque, sous le col de dentelle que Thomas avait qualifié de ravissant de bienséance, quand elle lui avait montré la robe 3 mois plus tôt. Elle y pensa maintenant. Elle pensa au plaisir qu'elle avait ressenti quand il l'avait dit, puis elle cessa d'y penser. Il n'est vraiment pas venu. La voix venait de sa gauche, un homme trapu, le visage rouge, le genre d'homme qui collectionnait les pires moments des autres comme des trophées. Il se tenait près du chariot à bagages avec 2 autres. « Il a laissé un mot, j'ai entendu dire, » dit le deuxième homme. « Un mot? » Le premier homme laissa échapper un sifflement bas. « Sacrée histoire, laisser un mot à une femme en robe de mariée. Je suppose qu'elle aurait dû le voir venir. C'est bien le genre de Hales. Elle peut vous entendre. » La troisième voix était différente, basse et égale, pas méchante.
Clara se tourna, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la voix avait touché quelque chose d'involontaire. L'homme qui avait parlé se tenait légèrement à l'écart des deux autres. Il était grand, large d'épaules, avec le genre de visage que les Étés du Wyoming avaient travaillé pendant des années. Pas vieux exactement, mais buriné. Il regardait l'homme au visage rouge, pas elle, et il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas tout à fait de la colère. C'était le regard d'un homme qui a atteint la limite de ce qu'il peut tolérer. L'homme au visage rouge eut la décence de baisser les yeux sur ses bottes. Il marmonna quelque chose de bas et s'éloigna. L'homme de grande taille ne le suivit pas. Il ne s'approcha pas non plus immédiatement d'elle, au grand soulagement de Clara. Il toucha simplement le bord de son chapeau dans sa direction. Un petit geste précis, puis il reporta son regard sur les voies. Clara respira. Elle devait penser clairement, comme son père le lui avait appris, avant que le chagrin ne s'installe et ne rende toute pensée claire impossible. Son billet de retour était dans sa malle. Elle pouvait l'utiliser. Retourner à Boston. La pensée atterrit, froide et immédiate, puis se propagea avec tout ce qu'elle signifiait. Retourner à l'appartement qu'elle avait abandonné 2 mois plus tôt. Retourner auprès des femmes de son cercle paroissial qui l'avaient regardé faire ses 6 malles avec une telle confiance et l'avaient salué avec une telle envie chaleureuse. Retourner voir le pasteur Howell qui dirait quelque chose de compatissant et de totalement inutile. Elle avait 2,14 $ dans son sac à main. Son père était enterré depuis 2 ans. L'appartement avait été loué à quelqu'un d'autre la semaine de son départ. Sa cousine Margaret, qui l'avait recueilli après la mort de son père, avait été douce mais claire. L'arrangement n'avait jamais été censé être permanent. Thomas Hale avait été le plan. Thomas Hale et le Wyoming et une maison au bord de quelque chose de réel où Clara Duval pourrait enfin avoir un endroit à elle. Et Thomas Hale avait envoyé 3 phrases. Elle serra ses doigts l'un contre l'autre à l'intérieur de son gant, contre le papier plié. Il n'y avait nulle part où retourner. La prise de conscience n'arriva pas comme un coup, mais comme de l'eau froide, lente, totale, indéniable. Pardonnez-moi, madame. Oh, elle se tourna. C'était le grand homme. Il était plus proche maintenant, pas de manière intrusive, mais assez proche pour qu'elle puisse voir les rides autour de ses yeux et la manière prudente dont il tenait son chapeau à 2 mains devant lui, comme un homme à qui on avait dit une fois dans sa vie de bien se tenir, et qui l'avait pris au sérieux. « Je ne veux pas m'immiscer, dit-il. Je vois que ce n'est pas le bon moment. »« Ce ne l'est pas, dit Clara. Il hocha la tête une fois, comme si c'était une réponse parfaitement raisonnable. Il ne partit pas. « Je m'appelle Riley McKenna, dit-il. J'ai un ranch à environ 12 miles à l'est d'ici, du bétail principalement, quelques chevaux. » Il fit une pause. « Je le mentionne parce que ça fait 3 jours que je suis à la rame pour essayer de trouver quelqu'un et je commence à penser que je n'y arriverai pas. » Clara le regarda directement pour la première fois. « Trouver quelqu'un dans quel but? »« Une gouvernante, dit-il. Pour mes filles. J'ai des jumelles, Adeline et May, qui viennent d'avoir 7 ans. Elles ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elles et leur donner une bonne éducation. J'ai mis une annonce dans le journal il y a 2 semaines. Personne de valable ne s'est présenté. » Il s'arrêta. « Je vous prie de m'excuser pour mon langage. »« J'ai entendu pire aujourd'hui, » dit Clara. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, mais assez proche du voisinage d'un sourire pour qu'elle le remarque. « J'imagine que oui, dit-il. » Elle l'étudia. Il n'y avait rien de poli chez Riley McKenna, rien de joué. Il se tenait comme un homme qui a passé la majeure partie de sa vie dehors, par tous les temps, solide, sans ordre, comme un homme qui a fait de la paix avec tout ce que le ciel décide de faire. Ses yeux étaient gris, ou presque, et ils ne portaient pas la douceur particulière de la pitié qui l'avait suivi toute la matinée. Elle trouva cela de manière inattendue, un soulagement. « Je ne suis pas une gouvernante, dit-elle. »« Non, admit-il, mais vous êtes instruite, je peux l'entendre. »« Être instruite et être gouvernante ne sont pas la même chose, Monsieur McKenna. »« Je sais. » Il tourna son chapeau une fois dans ses mains. « Je ne cherche pas quelqu'un de formé de manière formelle. Je cherche quelqu'un qui peut apprendre à 2 filles à lire mieux qu'elles ne le font et les empêcher de s'entretuer avant septembre. » Il laissa passer un temps. Et qui a besoin d'un endroit où être? La dernière partie atterrit différemment du reste. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de l'offense. Pas exactement. Quelque chose de plus complexe que l'offense.
C'est une chose très particulière à dire à une étrangère, dit-elle. C'est vrai, dit-il. Je suis un homme d'un genre particulier. Il croisa son regard sans faiblir. Je ne propose pas la charité, madame. Je propose un travail. Il y a une différence. Et quelles seraient les conditions? Il les lui exposa clairement. Chambre et pension dans la maison principale. Un vrai salaire, modeste mais en espèces le premier de chaque mois. 2 mois pour commencer, avec la possibilité de prolonger si les deux parties sont d'accord. Les dimanches pour elle. Une femme nommée Madame Gerder venait 3 jours par semaine pour aider à la cuisine. Mes filles ne sont pas faciles, ajouta-t-il. Je veux le dire clairement pour que vous ne soyez pas surprise. C'est une chose honnête à admettre, dit Clara. Je trouve que l'honnêteté fait gagner du temps. Il le dit simplement, comme un homme qui déclare sa préférence pour le café noir. Elle resta silencieuse. Le bruit du quai continuait, le sifflement lointain d'une locomotive qui partait, les cris d'un porteur, le murmure bas et continu d'une foule qui avait pour la plupart trouvé de meilleures choses à regarder. La femme au bonnet bleu était partie. L'homme trapu était parti. Le quai s'était vidé sous la chaleur de juillet. Et Clara se tenait au milieu de tout cela, sans endroit où aller et un homme attendant sa réponse. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle. Je sais que vous ne vous êtes pas effondré, dit-il. Je suis à 20 mètres de vous depuis 10 minutes et vous ne vous êtes pas effondré. Ça me dit la plupart de ce que j'ai besoin de savoir. » La chaleur monta au visage de Clara. Cela n'avait rien à voir avec l'été. « Vous m'observez depuis 10 minutes. J'essayais de décider si je devais m'approcher, dit-il sans aucune honte apparente. Je n'étais pas sûr que vous voudriez être approché. Je ne le voulais pas. Non, dit-il, mais je suis venu quand même parce que le train pour l'Est part dans 40 minutes et je préfère demander et obtenir un non que de ne pas demander. Il inclina la tête très légèrement. Allez-vous me dire non? Clara regarda le banc où elle avait laissé son bouquet brisé. Les roses blanches penchaient de la tête maintenant, brunissant sur les bords sous la chaleur, devenant déjà autre chose que ce qu'elles avaient été. Elle avait 2,14 $. Elle n'avait pas d'appartement, pas de famille et pas de plan au-delà de l'heure suivante. « J'ai des conditions, dit-elle. Il attendit sans combler le silence ce qu'elle remarqua. « Je ne serai pas traitée comme une servante, dit-elle. Je mangerai à la table familiale. J'aurai de l'intimité dans ma chambre. Je ne serai pas tenue de m'expliquer à qui que ce soit dans ville ou ailleurs. Et si je détermine à un moment quelconque que l'arrangement n'est pas convenable, je partirai avec 2 semaines de salaire et sans discussion de votre part. » Il y réfléchit 4 secondes, peut-être 5. « Marché conclu, dit-il. C'était rapide. Comme je l'ai dit. » Il remit son chapeau. « J'ai un chariot à la livrée de la 2e rue. Je me suis donné jusqu'à midi avant de rentrer chez moi sans personne. Il est 11h20. Alors j'ai le temps de me changer, dit Clara. Quelque chose traversa le visage de Riley McKenna. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Le regard d'un homme qui voit une situation difficile se résoudre dans la direction qu'il avait secrètement espérée. « Oui, madame, dit-il, vous avez le temps. » Elle se changea dans les toilettes à l'arrière de l'hôtel de la gare. Elle avait emporté une robe de voyage, en laine bleu foncé, avec des boutons pratiques qu'elle pouvait gérer seule. Elle l'avait emballée sans se demander quand elle pourrait en avoir besoin, de la même manière qu'on se prépare au pire sans se permettre de nommer le pire. Elle la mit en 3 minutes chrono. Elle plia la robe blanche avec le soin d'une femme accomplissant un enterrement, la plaça à plat dans sa malle et ne se regarda pas dans le petit miroir fêlé au-dessus du lavabo plus que nécessaire. Ses mains avaient cessé de trembler. Elle trouva cela significatif. Elle s'y accrocha. Dehors, le quai s'était vidé. Riley McKenna se tenait à côté d'un chariot et d'un grand cheval bay, parlant à voix basse au garçon qui aidait à charger ses malles. Il leva les yeux quand elle passa la porte. Il ne fit aucun commentaire sur le changement de robe. Il ne fit aucun commentaire sur rien. Il lui offrit sa main pour l'aider à monter sur le siège du chariot, de manière pratique, pas tendre, de la même manière qu'on offre une main à quelqu'un qui en a besoin. Et elle découvrit qu'elle préférait cela ainsi. « Mes filles vont vous poser des questions, » dit-il une fois qu'ils traversaient la ville. Probablement dès le porche d'entrée. « Quel genre de questions? » Toutes sortes. Elles n'ont pas beaucoup d'expérience avec les étrangers. Il garda les yeux sur la route. Adeline surtout. C'est la pipelette. Et May. May observe. Il dit,
Elle aura décidé si elle vous fait confiance avant même qu'Adeline ait fini sa première phrase. Clara y réfléchit. Laquelle est la plus difficile à convaincre? Il y pensa honnêtement. De la manière dont pense un homme qui n'essaie pas de gérer ce que vous pensez de lui. Mais, dit-il, mais une fois que vous l'avez pour de bon. Elle regarda la route devant elle. La ville s'éloignait derrière eux, remplacée par la campagne ouverte et un ciel qui s'étendait plus loin qu'elle n'aurait cru possible. Quelque chose dans cette immensité lui serrait la poitrine. Pas confortablement, pas encore, mais avec insistance, comme si cela lui posait une question à laquelle elle n'avait pas de réponse. « Monsieur McKenna, dit-elle. « Riley, dit-il. La plupart des gens m'appellent Riley. »« Riley. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « Je veux que vous compreniez quelque chose avant notre arrivée. »« Très bien. Je prends ce poste parce que j'en ai besoin, dit-elle. Pas parce que je crois que c'est ce pourquoi je suis la mieux adaptée, et pas parce que... » Elle s'arrêta, choisit les mots suivants avec autant de soin qu'elle choisirait chaque pas sur un terrain incertain. « Je ne suis pas une femme qui a besoin d'être secourue. Je veux que ce soit clair. » Il hocha lentement la tête. « Je ne vous ai pas prise pour une... » « Bien, dit-elle. Alors nous nous comprenons. »« Oui. » Ils roulaient en sans parler pendant un mile ou plus. Le cheval avançait d'un pas régulier. La route filait droit entre l'herbe jaune et basse et la roche pâle. Et le ciel au-dessus s'étendait, large, bleu et sans pitié. « Encore une chose, dit Riley. « Oui. Adeline va demander pourquoi vous n'êtes pas mariés. » Il le dit sans inflexion, de la manière dont un homme livre un fait dérangeant. Elle le demande à tout le monde. Je m'excuse d'avance. Clara regarda la route. Que voulez-vous que je lui dise? Il la regarda de côté. Dites-lui ce que vous voulez. Elle a 7 ans. Elle croira la plupart des choses. Et si elle pose des questions sur sa mère? Un silence alors, différent des autres. Pas vide, mais plein de quelque chose que Riley McKenna n'ouvrait pas. Elle ne le fera pas, dit-il finalement. Elles ne le font pas. Clara n'insista pas. Elle comprit, de la manière dont une personne comprend quelque chose pour lequel elle n'a pas encore de mots, que c'était une pièce dont la porte était fermée, et que la porte était fermée depuis longtemps, et que la personne qui l'avait fermée était assise à 2 pièces de sa gauche, une paire de reines à 2 mains, et regardant la route comme si c'était la seule chose au monde qui nécessitait son attention. Elle se détourna et le laissa faire. Le ranch apparut lentement, d'abord une ligne de clôture, puis une grange grande et d'un gris patiné. Puis la maison, 2 étages, à ossature de bois, un large porche d'entrée avec une balançoire en corde qui bougeait légèrement dans la brise chaude de l'après-midi. Et sur ce porche, 2 petites silhouettes qui observaient clairement la route depuis un certain temps. L'une d'elles se mit à courir dès que le chariot franchit le portail. « Ça doit être Adeline, dit Riley. »« Je m'en doutais, dit Clara. » La jeune fille traversa la chaleur de l'été, ses tresses volant au vent, ses bras se balançant, avec la confiance absolue et sans peur de quelqu'un qui n'avait pas encore appris que les étrangers pourraient ne pas l'accueillir. Elle criait quelque chose. Clara pouvait l'entendre maintenant, une voix aiguë et claire par-dessus le bruit des roues du chariot. « Papa, papa, c'est elle? C'est la dame? Papa? » Et elle ne ralentit pas le moins du monde en atteignant le chariot. Riley arrêta le cheval et descendit d'un mouvement facile, attrapant la fille avant qu'elle ne passe directement sous les roues. « Adeline! » Sa voix était différente avec elle. Pas douce exactement, mais ouverte d'une manière qu'elle ne l'avait pas été sur la route. « Laisse à la dame un moment pour descendre. » Adeline leva les yeux vers Clara depuis les bras de son père. Elle avait des yeux gris, ses yeux, et un trou là où l'une de ses dents de devant aurait dû être. Et elle étudiait Clara avec l'intensité franche et sans complexe d'un enfant qui n'avait pas encore appris à faire semblant de ne pas regarder. « Vous êtes la gouvernante? » demanda-t-elle. « Oui, dit Clara. » Elle accepta la main de Riley et descendit du chariot sur le sol sec de juillet. Adeline se libéra de son père et se plaça directement devant Clara, assez près pour que Clara doive baisser les yeux selon un angle assez prononcé. « Pourquoi n'êtes-vous pas mariée? » demanda Adeline. Sur le porche, immobile et observatrice, une deuxième petite silhouette se tenait les bras le long du corps, les yeux fixés sur Clara avec une expression qui ne révélait rien. Mais Clara bassa les yeux sur Adeline, puis leva les yeux vers May sur le porche, qui n'avait toujours pas bougé. Puis elle s'accroupit pour que Adeline et elle soient à hauteur des yeux dans la chaleur de l'été. Et elle dit, «
Parce que la bonne situation ne m'avait pas encore trouvé. Adeline y réfléchit avec un grand sérieux. Papa dit que les situations ne vous trouvent pas, dit-elle. Papa dit qu'il faut aller les trouver soi-même. Votre papa, dit Clara, a l'air d'un homme qui sait de quoi il parle. Adeline esquissa un large sourire auquel il manquait une dent et qui allait d'une oreille à l'autre. Et sur le porche, si discrètement que Clara faillit le manquer, May décroisa les bras. Clara ne se permit pas de regarder Riley McKenna à ce moment-là, mais elle le sentit debout derrière elle, et elle sentit, bien qu'elle n'aurait pas pu dire exactement pourquoi, et ne l'aurait avoué à personne, que quelle que soit la pièce dans laquelle elle venait d'entrer, la porte n'avait pas encore décidé si elle resterait ouverte ou se fermerait. Elle se redressa dans la chaleur estivale d'un après-midi du Wyoming, $2 dans son sac à main et rien derrière elle, et elle pensa. Très bien alors, allons-y. Le premier matin, Clara se réveilla avant le lever du soleil et ne se souvint pas pendant exactement 4 secondes où elle était. Puis le coq se mit à chanter dehors, le plafond au-dessus d'elle était en planche de bois brut au lieu de plâtre, et l'oreiller sentait la lavande et la poussière au lieu du savon de l'hôtel qu'elle avait utilisé à la rame. Et tout lui revint d'un coup. La gare, la lettre, le bouquet brisé sur le banc, la route en chariot vers l'est dans une campagne si vaste qu'elle lui serrait la poitrine. Elle resta immobile un moment, puis elle se leva. C'était ça, avec Clara Duval. On l'avait élevée pour se lever. Elle s'habilla dans le noir et trouva la cuisine en suivant l'odeur de la fumée de bois. Madame Girder, une femme large et posée d'une 50aine d'années, qui avait l'air de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de s'excuser de prendre de la place, était déjà au fourneau. Elle regarda Clara quand elle entra, l'évalua de la même manière silencieuse que May l'avait faite l'après-midi précédent, et lui tendit une tasse de café sans un mot. Clara l'accepta. Les filles se lèvent à 6 heures, dit Madame Girder, sans se détourner du poêle. Elles voudront des biscuits. Monsieur McKenna prend son café noir et ne parle pas avant 7 heures. Vous avez probablement déjà deviné cette dernière partie. Oui, dit Clara. Madame Girder émit un son qui n'était pas tout à fait de l'approbation, mais qui allait dans la même direction. D'où venez-vous? De Boston. Un autre son. C'est loin. Oui, dit Clara, c'est loin. Elle n'expliqua pas davantage et Madame Girder n'insista pas et Clara ajouta cela à la liste croissante de choses sur ce ranch qui n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Les jumelles descendirent à 6h05 avec l'énergie particulière des enfants qui sont réveillés depuis un certain temps et ont été forcés d'attendre. Adeline était encore en train de lasser ses bottes en marchant. May descendit 2 marches derrière sa sœur, entièrement habillée, les 2 tresses déjà faites. « Tu as fait tes propres tresses, dit Clara avant de pouvoir se retenir. May la regarda. « Papa ne sait pas comment faire, dit-elle. C'était le plus grand nombre de mots qu'elle avait prononcés en une seule fois en présence de Clara, et elle les livra avec la précision plate d'un enfant énonçant un fait qui avait depuis longtemps cessé d'être douloureux. Juste une chose qui est vraie, de la même manière que la gravité est vraie. Clara posa sa tasse de café. Après le petit déjeuner, dit-elle, je te montrerai une autre façon de les faire si tu veux. L'expression de May ne changea pas, mais elle s'assit à table. Adeline se glissa sur sa chaise en face de sa sœur, s'en mêla les lacets, les repoussa sous la table et dit « Avez-vous toujours su faire des tresses ou quelqu'un vous a appris? » « Ma mère m'a appris, dit Clara. « Où est ta mère, Adeline? » La voix de Riley venait de l'embrasure de la porte. Il avait l'air d'un homme qui s'était également levé avant le soleil. Ses cheveux étaient encore humides sur les tempes. Il regarda sa fille comme on regarde quelque chose qu'on aime mais qu'on trouve sincèrement épuisant. « N'interroge pas la dame avant qu'elle ait fini son café. »« Je ne fais que demander, dit Adeline. »« Tu ne fais toujours que demander, dit-il. » Il se versa son propre café, se tint près de la fenêtre, et en effet, ne parla pas avant 7h20. Clara nota cela avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amusement, mais qui en était assez proche pour qu'elle doive baisser les yeux sur son assiette. Le premier vrai problème survint cet après-midi-là. Clara s'était installée dans le salon de devant avec les jumelles et un livre de lecture qu'elle avait trouvé sur l'étagère. Une 3e édition usée de McGuffey, aux pages ramollies par des années de manipulation. Elle eut une idée rapide de leur niveau dès les 5 premières minutes. Adeline lisait vite et sans soin, avalant des mots entiers,
devançant le sens. May lisait lentement, précisément, prononçant chaque syllabe comme si elle désarmait quelque chose. « Adeline, dit Clara, recommence au début de cette phrase. Je l'ai déjà lu. Tu as lu les mots, dit Clara. Tu n'as pas lu ce qu'ils disaient. Adeline la dévisagea. C'était clairement une distinction que personne ne lui avait jamais faite auparavant. Il y a une différence, dit Clara. Ça n'a aucun sens, dit Adeline. Adeline, réessaie la phrase. Adeline le fit plus lentement cette fois, avec la souffrance visible d'un enfant faisant quelque chose qu'il considère indigne de lui. Et quand elle arriva à la fin, elle s'arrêta. Quelque chose sur son visage changea. Pas beaucoup, juste assez. « Oh, dit-elle. « Oui, dit Clara. » May, qui avait observé tout cet échange sans aucune réaction visible, baissa les yeux sur sa propre page et relut sa phrase. Sans qu'on le lui demande, Clara ne le reconnut pas directement. Mais elle l'entendit, c'était la plus petite des choses, cela ne lui coûta rien. Et pourtant, quand Riley apparut à l'embrasure de la porte du salon 1 heure plus tard et regarda ses filles penchées sur leur livre de lecture, Adeline fronçant les sourcils de concentration, May absolument immobile, il resta là un moment de plus que nécessaire. Il ne dit rien, il regarda simplement. Et puis il regarda Clara et elle comprit qu'elle avait passé un test dont elle ignorait l'existence. Elle se sentit plus installée après cela, d'une manière qu'elle n'aurait pas pu articuler, comme une table à 4 pieds qui avait enfin les 4 au sol. Elle avait tort, bien sûr. Ce n'était que le premier jour. Le deuxième problème survint ce soir-là au souper, et il vint de l'extérieur de la maison. Riley était rentré du champ sud avec une expression dure sur la mâchoire qui n'était pas là le matin. Il se lava, s'assit et mangea de la manière dont un homme mange quand il pense à quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Clara le remarqua. Les jumelles le remarquèrent aussi. Adeline n'arrêtait pas de le regarder de côté. May n'arrêtait pas de ne pas le regarder, ce qui était sa propre façon de regarder. Ce n'est que lorsque les filles furent couchées et que la cuisine fut calme que Riley le dit. « Davenport est passé aujourd'hui. » Clara lavait la vaisselle du souper. Elle s'arrêta. Elle avait entendu ce nom cet après-midi de la bouche de Madame Garter, prononcé sur le ton particulier que les gens réservent aux choses dangereuses et en cours. Gerald Davenport, l'homme qui possédait le magasin d'aliments pour animaux et la moitié de la banque, et qui aimerait posséder l'autre moitié de tout, dans ce comté si quelqu'un le laissait faire. « Que voulait-il » demanda Clara. « La même chose qu'il veut toujours. » Riley posa sa tasse de café. Il propose d'acheter à nouveau. La parcelle aide principalement les terres du ruisseau. Ça fait 2 ans qu'il la veut. Et vous avez dit non à chaque fois. Sa mâchoire se crispa. Il a cessé d'être poli à ce sujet. Clara se retourna vers la vaisselle. À quoi ressemble le manque de politesse pour un homme comme ça? Aujourd'hui, ça ressemblait à 3 de ces hommes longeant la clôture, avec mon bétail de l'autre côté, dit Riley. Et un de ses avocats venant à la maison pendant que j'étais sorti, demandant à parler au propriétaire. Les mains de Clara s'immobilisèrent dans le lavabo. Il a envoyé un avocat pour parler aux filles? Madame Garter l'a chassé, dit Riley, mais c'est la première fois qu'il envoie quelqu'un à la maison. Il le dit comme un homme rapportant un changement de temps. Basse pression, vent changeant. Mais Clara comprenait assez bien le monde pour lire ce qu'il ne disait pas, à savoir « Ça s'envenime et j'ai 2 filles de 7 ans et une femme engagée dans cette maison, et je ne sais pas encore ce que ça signifie. » « Sait-il que je suis ici? » demanda Clara. « Les nouvelles vont vite dans ce comté. Ma présence compliquera-t-elle les choses pour vous? » Riley la regarda. Pourquoi le ferait-elle? Clara choisit ses mots délibérément. Les gens font des suppositions. Une femme seule sur la propriété d'un homme. Ça donne de quoi parler à certains. Il soutint son regard sans broncher. « Laissez-les parler, dit-il. J'ai de plus grandes préoccupations que l'opinion de Gerald Davenport sur mon foyer. Ce n'est pas de la peur que j'exprime, dit-elle. C'est du pragmatisme. Je préfère savoir dans quoi je m'engage plutôt que d'être surprise plus tard. » Riley la regarda un autre moment. Puis il dit, avec quelque chose qui aurait pu être le début d'un vrai respect, « Avez-vous toujours été aussi direct? » Mon père croyait que la conversation était plus efficace quand les gens disaient ce qu'ils pensaient vraiment, dit Clara. J'ai découvert qu'il avait raison. Votre père a l'air de quelqu'un avec qui je me serais bien entendu. Il l'était, dit Clara. Il est mort il y a 2 ans. Elle le dit simplement.
de la manière dont on dit une chose avec laquelle on a fait de la paix, pour la plupart. Riley resta silencieux un moment. Je suis désolé, dit-il. Merci. Elle s'essuya les mains. Qu'allez-vous faire à propos de Davenport? Le coin de sa bouche bougea d'une manière qui n'était pas un sourire, mais qui comprenait ce qu'en était un. Riposter, dit-il, comme je le fais toujours. Est-ce que c'est suffisant? Il resta silencieux un long moment. Dehors, la nuit d'été faisait ses bruits. Insectes, vent dans l'herbe sèche, la protestation lointaine d'un cheval dans la grange. Quand Riley McKenna répondit enfin, il ne la regarda pas. Il regarda sa tasse de café et sa voix avait une qualité différente de celle qu'elle avait eue toute la journée. Plus calme et plus honnêtement située, comme un homme qui a cessé de jouer la comédie de la fermeté, il est simplement immobile. Je ne sais pas, dit-il. Clara se tenait là avec un torchon dans les mains. Elle pensa à ce que cela coûterait à un homme comme ça. Un homme qui répondait directement à chaque question, qui tenait chaque ligne de clôture lui-même et qui n'avait pas, en 2 jours, demandé une seule chose qu'il n'avait pas méritée, de dire « je ne sais pas » à voix haute à une autre personne. Elle pensa que cela lui coûtait considérablement. « Alors nous trouverons une solution, dit-elle. » Elle accrocha le torchon à son crochet. « Bonne nuit, Riley. » Elle était presque à la porte quand il le dit. Pas fort, pas comme un homme qui l'avait répété. Elle s'appelait Ellen. Clara s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle le lui laissa un moment, de la manière dont on laisse à un homme de la place pour décider s'il veut continuer. « Elle est morte il y a 18 mois, dit-il. De la fièvre. C'est allé vite. Les filles avaient 5 ans. Elles se souviennent d'elle, un peu moins qu'avant. La mémoire est une chose étrange chez les enfants. » Il fit une pause. « Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre la situation ici, mais vous avez demandé à savoir dans quoi vous vous engagiez. J'ai pensé que ça en faisait partie. » Clara se tourna. Riley regardait toujours la table. Il avait les 2 mains autour de sa tasse de café, de la manière dont un homme tient quelque chose quand il a besoin de quelque chose à tenir. Et le silence autour de lui était celui qui vient d'une blessure qui est là depuis assez longtemps pour former une croûte, mais pas assez longtemps pour cesser d'être sensible. « Merci de me l'avoir dit, dit-elle. » Elle le pensait, sans jouer la comédie. Il hocha la tête une fois et reporta son regard sur sa tasse. Clara monta dans sa chambre, s'assit sur le bord du lit dans l'obscurité de l'été et pensa à une femme nommée Ellen qui avait tressé les cheveux de sa fille et qui était partie depuis 18 mois. Elle pensa à May, entièrement habillée avant le petit déjeuner, les 2 tresses déjeunettes. Des tresses qu'elle avait faites elle-même parce que son père ne savait pas comment faire. Elle serra les lèvres, puis elle leva les mains, défit ses propres cheveux et les tressa de nouveau avec des mains qui ne tremblaient pas. Et elle pensa, « Très bien, c'est comme ça. » Les yeux ouverts. Le 3e matin était un jeudi, et c'est le jeudi que les vrais ennuis commencèrent. Ça a commencé petit. Adeline descendit avec une coupure à la main gauche, pas profonde, mais saignant abondamment, et aucune explication sur la façon dont elle se l'était faite. Clara la nettoya, la pansa et demanda 2 fois. Adeline ne dit rien les 2 fois, ce qui était si inhabituel que Clara sentit la première véritable pointe d'alarme. May descendit 10 minutes plus tard. Sa robe était déchirée à l'épaule. Elle regarda le visage de Clara, puis la main pensée d'Adeline et dit « Ce n'était pas ici. »« Où était-ce » demanda Clara. May regarda le sol. « May, » dit Clara en gardant sa voix égale, « je ne suis pas ton père. Tu n'as pas à me protéger de l'information. Où est-ce que ça s'est passé? » May leva les yeux. Elle avait le regard d'un enfant pesant un type de risque contre un autre. Puis elle dit « Les garçons Davenport étaient à la clôture sud. » Clara resta très immobile. « Combien? »« 2, dit May. Les plus âgés. Ils ont dit... » Elle s'arrêta. « Qu'est-ce qu'ils ont dit? » May regarda sa sœur. La mâchoire d'Adeline était serrée d'une manière qui n'avait rien à voir avec une coupure à la main et tout à voir avec ce qui s'était passé avant la coupure. « Ils ont dit que papa allait perdre le ranch, dit May doucement, et qu'alors nous devrions aller vivre ailleurs, comme dans un orphelinat. » Elle prononça le mot de la manière dont un enfant de 7 ans dit quelque chose qu'il a entendu d'un plus âgé, ne le comprenant pas entièrement, mais comprenant que c'était censé être dévastateur. Clara sentit une chaleur monter dans sa nuque. Pas de la panique, quelque chose de plus dur que la panique. Elle se leva. « Où est ton père en ce moment? » demanda-t-elle.
Dans la grange nord, dit Adeline. Elle avait observé le visage de Clara très attentivement pendant tout cet échange, de la manière dont un enfant observe une nouvelle chose pour voir comment elle se comporte sous la pression. Va le chercher, dit Clara. Ellen courut. May resta où elle était, observant Clara avec ses yeux gris et immobiles. Allez-vous le lui dire demanda May. Oui, dit Clara. Il va être en colère. Probablement, dit Clara. Ce n'est pas grave. May la regarda vraiment, comme elle ne l'avait pas tout à fait fait auparavant. Le genre de regard qui est aussi une mesure. Il ne se met pas en colère contre nous, dit-elle. Il se met en colère contre eux. Elle fit un geste vague vers le monde au-delà de la fenêtre. Les choses. Je sais, dit Clara. Comment le savez-vous demanda May. Vous n'êtes ici que depuis 3 jours. C'était une question honnête et elle méritait une réponse honnête. Parce que, dit Clara, un homme qui se met en colère contre ses enfants, quand ses enfants sont la seule chose qu'il essaie de protéger, il ne se tient pas comme ton père se tient. Il se tient comme un homme qui essaie de maintenir les murs pour que les bonnes choses restent à l'intérieur. May la dévisagea. Elle resta silencieuse si longtemps que Clara se demanda si elle avait mal jugé, si elle était allée trop loin, si elle avait dit quelque chose qui ne signifiait rien pour une enfant de 7 ans. Puis May dit « Papa fait ça. » « Je sais, dit Clara. Il le fait beaucoup. Je le sais aussi. » May s'assit sur la chaise comme si quelque chose s'était relâché en elle. Pas de façon spectaculaire, pas comme Adeline faisait tout, mais tranquillement, comme une porte qui avait été tenue fermée à la main pendant longtemps et qu'on laissait enfin reposer contre le cadre. Riley franchit la porte 1 minute plus tard, avec Adeline 3 pas derrière lui, et ses yeux se posèrent immédiatement sur l'épaule déchirée de May, puis sur le visage de Clara. « Que s'est-il passé? » dit-il. Clara le lui raconta de manière plate et claire. Aucune émotion supplémentaire dans le récit, car les faits en portaient déjà assez. Quand elle eut fini, le muscle de la mâchoire de Riley avait bougé 2 fois, mais sa voix était contrôlée. « Tu es sûr que c'était les garçons Davenport? » dit-il. Ce n'était pas une question. « Mais en est sûr, dit Clara. Ça me suffit. » Il regarda ses filles. Adeline vibrait d'une énergie juste et particulière, celle d'un enfant qui a été lésé et qui a maintenant un homme adulte dans la pièce qui pourrait faire quelque chose. May observait son père avec ses yeux attentifs. Riley s'accroupit devant elles deux. C'était un homme grand, mais quand il se mettait à leur niveau, il le faisait complètement, sans la demi-mesure de se pencher. « Ont-ils posé les mains sur vous? » demanda-t-il. Adeline s'est coupée à la clôture en courant, dit May. J'ai couru vite, dit Adeline avec le même défi qu'elle avait montré quand elle avait levé les yeux vers Clara sur le chariot. J'ai couru plus vite qu'eux deux. Quelque chose passa sur le visage de Riley. Clara le saisit. La fierté féroce et involontaire d'un homme qui voit son enfant être courageux. Et puis ce fut de nouveau contrôlé. Rentrez. Vous avez bien fait, dit-il. Toutes les deux, rentrez directement à la maison. Ne discutez pas. Allez chercher un adulte. C'est exactement ça. Il se leva. Il regarda Clara. Je dois partir à cheval, dit-il. Je sais, dit-elle. Ça prendra quelques heures. Voulez-vous? Oui, dit-elle avant qu'il ait fini. Allez-y. Il soutint son regard un instant qui contenait quelque chose qu'aucun d'eux ne nomma. Puis il mit son chapeau et sortit. La cuisine était silencieuse. May regardait Clara avec ce regard constant et mesuré. Adeline était montée sur le comptoir, ce que Clara soupçonnait qu'elle n'était pas censée faire. « Est-ce que papa va se battre avec eux? » demanda Adeline. « Il va parler à M. Davenport, dit Clara. « Est-ce que c'est la même chose? »« Parfois, dit Clara. « Et si parler ne marche pas? » Clara regarda cette petite fille sur le comptoir, avec sa main pensée, ses tresses volantes et les yeux gris exacts de son père. Et elle pensa à un homme qui avait dit « Je ne sais pas » à voix haute dans une cuisine silencieuse la nuit, parce qu'une partie de lui avait encore l'honnêteté pour cela. Alors Clara dit « Nous trouverons ce qui vient après. » Adeline y réfléchit avec un grand sérieux, puis elle sauta du comptoir. « Je vais apprendre à lire plus vite pour pouvoir lire les actes de propriété, » annonça-t-elle, « pour savoir ce que papa possède. » Clara la regarda May. May souriait presque, pas tout à fait, mais presque. « Très bien, dit Clara. Prenez votre livre de lecture. » Elle le dit d'une voix ferme.
Elle le dit comme une femme qui a décidé quelque chose, même si elle ne l'a pas encore tout à fait nommé, même si la décision vit pour l'instant dans le corps plutôt que dans l'esprit. Quelque part entre les poumons et la colonne vertébrale, solide, silencieuse et ne partant nulle part. Dehors, la chaleur de l'été pesait, plate et blanche sur le ranch. À l'intérieur, deux filles ouvrirent leur livre de lecture et Clara Duval, qui était arrivée avec rien et nulle part où aller, s'assit à une table qui n'était pas la sienne et commença sans cérémonie à rester. Riley revint au coucher du soleil avec une lèvre fendue et les deux mains enroulées autour du bord de son chapeau, comme s'il essayait d'empêcher quelque chose de se briser. Clara était sur le porche. Elle le vit avant qu'il ne la voie. La façon dont il franchit le portail, lentement, le cheval se déplaçant plus silencieusement que d'habitude, comme si même l'animal savait qu'il fallait marcher prudemment. Il ne s'était pas battu, pas une bagarre à coups de poing, mais il avait l'air d'un homme qui avait vécu quelque chose de pire qu'une bagarre à coups de poing. Le genre de confrontation où personne ne donne de coups de poing, mais où tout le monde repart en saignant. Il leva les yeux et la vit debout là. Il s'arrêta de marcher. « Les filles dorment ?» demanda-t-il. « Depuis 1 heure, dit-elle. » Il monta les marches du porche et s'assit sur la chaise à côté d'elle sans y être invité, ce qu'elle nota non pas comme de la présomption, mais comme de l'épuisement, le genre qui vous fait tomber là où vous atterrissez. Davenport avait un avocat avec lui, dit Riley, un nouveau de Cheyenne. Qu'a-t-il dit? Que le plan d'arpentage des terres du ruisseau de 1872 comporte une erreur dans la ligne de démarcation. Il le dit avec les coudes sur les genoux, en regardant ses mains. Il dit que la parcelle est n'est pas dans mon acte de propriété comme je le pense. Il va déposer une contestation. Clara resta silencieuse un moment. A-t-il raison à propos du plan? La mâchoire de Riley bougea. Je ne sais pas encore. Je dois voir le document original. Il fit une pause. J'en avais une copie à la maison. Ellen gardait les papiers organisés. Après qu'elle... J'ai tout déplacé au bureau de Lagrange et je n'ai pas tout regardé. La façon dont il le dit, ni vite ni lentement, juste plat et honnête, en dit plus à Clara que n'importe quelle élaboration. 18 mois sans regarder une boîte parce que la boîte était celle d'Ellen et que certains chagrins font leur nid dans le papier. « Je vais vous aider à chercher, » dit Clara. Il tourna la tête et la regarda. « Ce n'est pas votre travail. »« Non, » dit-elle, « ce ne l'est pas. » Un temps de silence, l'obscurité de l'été était pleine de ses propres sons. « Merci, dit-il. » Il le dit de la manière dont un homme dit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dire. Silencieux et réel. Elle hocha la tête et laissa faire. Ils restèrent assis 10 minutes de plus sans parler, ce qui n'était pas inconfortable. Clara avait commencé à comprendre que les silences de Riley McKenna n'étaient pas des absences. C'était une autre sorte de présence. Un homme pensant à voix haute sans mots. Puis il dit, « Vous avez bien géré les filles aujourd'hui. » « Elles se sont gérées elles-mêmes, » dit Clara. « Je leur ai juste donné une table où revenir. Adeline m'a dit que vous aviez dit que vous trouveriez ce qui vient après. » Sa voix avait quelque chose qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Pas de la douceur exactement, plutôt ce qui vit de l'autre côté des murs d'un homme quand les murs s'abaissent d'un pouce. Elle l'a dit comme si ça signifiait quelque chose. Clara regarda l'obscurité. C'était censé le faire. Il ne répondit pas à cela, mais elle sentit le poids de son attention comme on sent le soleil. Sans le regarder directement, juste consciente de sa direction. À l'intérieur, à l'étage, l'une des jumelles se retourna dans son lit. Ils écoutèrent tous les deux, automatiquement, jusqu'à ce que la maison redevienne silencieuse. « Dormez un peu, » dit Clara. « Les papiers seront toujours là demain matin. » Il se leva, mit son chapeau. « Je vais d'abord vérifier la grange. » « Vous vérifiez toujours la grange en dernier. Ellen disait que j'aimais cette grange plus que la maison. » Les mots sortirent sans préparation, et il s'arrêta sur eux, à moitié surpris par lui-même. « Elle n'avait pas tort, » ajouta-t-il plus bas. « Dormez un peu après la grange, » dit Clara. Il toucha le bord de son chapeau, ce petit geste précis qu'elle avait vu pour la première fois à la gare, et descendit les marches du porche. Clara resta assise seule dans l'obscurité de l'été, les mains croisées, et quelque chose qui pressait à l'intérieur de sa poitrine qu'elle n'examina pas trop attentivement. Pas encore. Le lendemain matin était différent. C'est Adeline qui l'a changé, ce qui était approprié car Adeline changeait la plupart des choses,
Elle descendit pour le petit déjeuner avec le livre de lecture de McGuffey sous le bras et une expression de détermination féroce sur le visage. Et avant même de s'asseoir, elle dit « Je veux lire l'acte de propriété. » « Bonjour, dit Clara. « Bonjour, dit Adeline avec l'impatience de quelqu'un qui considère les politesses comme un obstacle. « Puis-je lire l'acte de propriété? » Riley regarda sa tasse de café. « Ce n'est pas une lecture du matin. Je veux savoir ce que nous possédons, dit Adeline. Si quelqu'un essaye de le prendre, je veux savoir ce qu'il dit. » La cuisine fut silencieuse un moment. May observait sa sœur avec ce regard familier, mi-exaspération, mi-admiration profonde et cachée. Riley posa sa tasse. Il regarda Adeline avec l'expression d'un homme dont la fille l'a surpris pour la 600e fois et ne montre aucun signe d'arrêt. « D'où te vient cette idée? » demanda-t-il. « Mademoiselle Clara a dit que nous trouverions ce qui vient après, » dit Adeline. « Je suis en train de trouver. » Riley regarda Clara. Clara regarda son café. « Après les leçons, » dit finalement Riley, « je trouverai l'acte. Tu pourras le lire avec Mademoiselle Clara. » Adeline s'assit avec la satisfaction d'une négociation conclue. May attrapa son biscuit et dit doucement, sans regarder personne, « Je veux le lire aussi. » Personne ne souligna que c'était la 3e phrase complète que May avait produite au petit déjeuner en 4 jours. Mais Clara sentit que Riley le sentait. La petite immobilité involontaire d'un homme recevant quelque chose qu'il attendait sans se laisser savoir depuis combien de temps il attendait. « Alors vous le lirez toutes les deux, » dit Riley d'une voix soigneusement réglée sur le neutre. Clara but son café et ne dit rien, car elle n'en avait pas besoin. La recherche de l'acte fut la façon dont Clara découvrit la boîte. Riley l'apporta du bureau de la grange cet après-midi-là. Une caisse en bois, solide et simple, avec l'écriture d'Ellen sur le côté au crayon estompé. Documents, maison et terrain. Les lettres étaient soignées et arrondies. L'écriture d'une femme qui avait pris la tâche au sérieux. Riley la posa sur la table et s'en écarta comme un homme s'écarte de quelque chose de chaud. Clara regarda la boîte. Elle le regarda. « Je vais la regarder, dit-elle. Dites-moi ce que je cherche. »« Je devrais... » commença-t-il. « Riley, dit-elle d'un ton égal, pas méchant. Dites-moi ce que je cherche. » Il la regarda un long moment, puis il dit « L'acte de vente original de Dix 874 et tous les documents d'arpentage. Ils devraient être enroulés, probablement avec une ficelle rouge. »« Très bien, dit-elle. » Elle ouvrit la boîte. Il s'assit en face d'elle à la table, ce à quoi elle ne s'était pas attendue. Elle pensait qu'il partirait. Il ne le fit pas. Il resta assis là, les mains à plat sur la table, la regardant passer en revue l'organisation minutieuse de sa femme de leur vie commune. Reçu, correspondance, registre de propriété, 2 lettres de la main d'une femme que Clara n'ouvrit pas et mit de côté sans commentaire. Quand elle trouva le document d'arpentage enroulé avec une ficelle rouge, il émit un son bref qui n'était pas tout à fait un mot. Elle le posa devant lui. Il le déroula avec des mains qui étaient fermes parce qu'elle reconnut comme un acte de volonté. Il l'étudia pendant 3 bonnes minutes sans parler. Puis il pressa son doigt sur une ligne de texte près du coin inférieur. « Là, dit-il, il a tort. » Clara se pencha pour regarder. La ligne de démarcation était claire. Les terres du ruisseau étaient là, annotées, datées et signées. « Êtes-vous certain? » demanda-t-elle. « Je suis certain. » Sa voix avait retrouvé son ton du matin, dur et égal. Un homme de retour sur un terrain solide. L'avocat de Davenport compte sur le fait que je n'ai pas ça. Il leva les yeux vers elle. Il s'attendait à ce que j'arrive incertain. Et au lieu de ça, je retourne le voir demain avec le document original et un homme que je connais à Laramie qui peut vérifier le sceau du notaire. Il fit une pause. Ça ne mettra pas fin à tout, mais ça change la forme du combat. Clara se rassit. Quelque chose s'était détendu dans la pièce. « Vous aviez peur que ce ne soit pas là, » dit-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, « Je n'avais pas ouvert cette boîte depuis sa mort. » Clara hocha la tête. Elle commença à remettre soigneusement les autres documents dans la caisse, laissant le plan d'arpentage pour Riley. « Elle était minutieuse, » dit Clara, le pensant pleinement et sans sentimentalisme. « Vous avez eu de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi organisé. » Les mains de Riley reposaient sur le plan. « J'ai eu de la chance de bien des manières, » dit-il. Puis, sans poids particulier, mais avec une fermeté totale. « Je n'ai pas apprécié toutes ces chances comme j'aurais dû.
C'était de la chose la plus honnête qu'elle ait entendu un homme dire depuis des années. Elle n'essaya pas d'y répondre. Elle ferma la boîte et la laissa sur la table pour qu'il décide quoi en faire. Le rebondissement survint ce soir-là, et Clara ne l'avait pas vu venir. Elle tressait les cheveux de May, une nouvelle tresse qu'elle lui avait montrée la veille, une tresse française que May avait demandé à revoir de la manière systématique dont May abordait chaque nouvelle compétence, quand Adeline monta les escaliers en courant, avec une cadence particulière qui signifiait qu'elle portait une information qui ne pouvait pas attendre. « Il y a une femme à la porte », annonça Adeline. « Quelle femme ?» demanda Clara. « Une femme de la ville. Elle a un chapeau avec un oiseau dessus. » Adeline fit une pause. « Pas un vrai oiseau. Papa lui parle, mais il a l'air de sentir quelque chose de mauvais. » Clara attacha la tresse de May et descendit. La femme à la porte avait la quarantaine bien sonnée, bien habillée de la manière particulière de quelqu'un qui a besoin qu'une ville voie sa tenue. Son nom, Clara l'apprendrait, était Madame Harlan, épouse du directeur de la banque, amie de Gerald Davenport, et la conscience élue de l'ordre social de Laram. Elle avait le sourire d'une femme qui se considère généreuse de sourire tout court. « Mademoiselle Duval », dit-elle quand Clara apparut à l'épaule de Riley. Ses yeux parcoururent Clara une fois, rapidement et complètement, de la manière dont une femme de son type catalogue. « J'avais entendu dire que vous étiez venu séjourner au Ranch McKenna. Je voulais passer personnellement pour vous souhaiter la bienvenue. »« Merci », dit Clara. Le mot « personnellement » faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Clara l'entendit clairement. « C'est un arrangement assez inhabituel, dit agréablement Madame Harlan, une femme seule dans la maison d'un veuf sans lien formel. » Elle laissa cela planer. « Laramie est une petite ville, bien sûr. Les gens parlent. » La voix de Riley vint de juste derrière l'épaule gauche de Clara. « C'est vrai, dit-il, généralement de choses qui ne les concernent pas. » Le sourire de Madame Harlan se crispa légèrement. « Je ne le dis que pour la réputation des enfants, bien sûr. 2 jeunes filles impressionnables. »« Mes filles vont bien, dit Riley. Merci de votre visite, Madame Harlan. » Le renvoi était poli et absolu. Madame Harlan partit avec son chapeau à oiseau, son sourire et son objectif à peine dissimulé, et quand Clara ferma la porte, elle resta un moment dans le couloir, les mains encore sur le loquet. « Elle travaille pour Davenport, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Son mari détient le billet sur mon prêt pour le bétail, dit Riley. Clara se tourna. « De combien? »« Assez, dit-il. Échéance en novembre. » Elle le regarda. Il la regarda en retour. Entre eux, la forme complète de ce que Davenport faisait s'assembla sans qu'aucun d'eux n'ait besoin de le dire à voix haute. La contestation du terrain, le litige sur la frontière, l'avocat de Cheyenne, et maintenant une femme à la porte pour semer des questions sur la respectabilité du foyer là où elle pousserait vite dans le terreau d'une petite ville. « Il essaie de vous isoler, dit Clara. Prendre la terre s'il le peut, prendre le crédit s'il ne le peut pas, et si aucun des deux ne fonctionne, prendre votre réputation pour que la banque réclame le prêt plus tôt. » L'expression de Riley ne changea pas, mais quelque chose derrière elle le fit. La reconnaissance particulière d'un homme qui a combattu quelque chose morceau par morceau et qui vient de recevoir le tableau complet. « Comment savez-vous des choses comme ça? » demanda-t-il. « Mon père était avocat, dit Clara. Avant que l'argent ne manque, il resta silencieux un moment. « Vous êtes pleine de surprises, mademoiselle Duval. »« Clara, dit-elle, parce qu'elle en avait assez de mademoiselle Duval. La plupart des gens m'appellent Clara. » Il la regarda et quelque chose dans les rides autour de ses yeux se détendit, et il dit « Clara », juste ça, son nom dans sa voix, sans poids supplémentaire, ce qui, d'une certaine manière, lui donnait plus de poids que n'importe quoi de délibéré aurait pu le faire. Elle se retourna vers les escaliers. « Je vais parler aux filles. »« À propos de quoi? »« À propos de ce qu'il faut dire si quelqu'un en ville leur pose des questions. » Elle s'arrêta sur la 2e marche. Les enfants sont les premiers vers qui les gens se tournent quand ils veulent des informations. Mais surtout, elle est observatrice. Elle sera remarquée. Je veux m'assurer qu'elles savent comment être prudentes sans avoir peur. Riley se tenait au bas des escaliers et la regardait. « Vous y avez déjà pensé, dit-il. »« J'ai commencé à y penser quand Madame Girder a mentionné Davenport le premier matin, dit-elle. Il posa une main sur le poteau neuf, sans bouger, juste debout là avec ce regard sur son visage qu'elle ne pouvait pas lire entièrement,
et qu'elle avait cessé d'essayer de lire directement, de la manière dont on ne regarde pas directement quelque chose de brillant. 3 jours, dit-il. Vous êtes ici depuis 3 jours. 5 maintenant, dit-elle. 5, répéta-t-il comme si le calcul le surprenait. Elle monta. Elle s'assit avec May et Adeline sur le lit de May et leur parla de la manière simple et honnête à laquelle elle avait découvert qu'elles répondaient toutes les deux. Pas d'adoucissement, pas de détour, juste la vérité au bon niveau. Certaines personnes en ville pourraient vous poser des questions sur ce qui se passe ici au ranch, dit-elle. Sur votre papa, sur moi, sur vos leçons. Quel genre de questions? Demanda May. Des questions à l'air amical, dit Clara. Le genre qui ressemble à une conversation mais qui cherche en fait quelque chose. Les yeux d'Adeline se plissèrent. Elle était constitutionnellement adaptée à cette conversation. Comme de l'espionnage, comme recueillir des informations pour quelqu'un qui veut les utiliser, dit Clara. Ce n'est pas de l'espionnage exactement. C'est juste que certaines personnes s'intéressent à votre famille de manière peu aimable. À cause de M. Davenport, dit May. Clara la regarda. Oui. Nous savons pour M. Davenport, dit May, avec le calme d'un enfant qui écoute les conversations des adultes depuis les escaliers depuis 1 an et demi. Il essaye de prendre le champ S depuis avant la mort de maman. La phrase atterrit dans la pièce avec tout son poids. Adeline s'immobilisa de la manière dont elle ne s'immobilisait que lorsque quelque chose faisait mal. Clara ne passa pas rapidement sur la mention d'Ellen comme les adultes le faisaient habituellement. Elle s'y attarda un moment, comme il se devait. « Votre maman le savait aussi, » dit Clara prudemment. « C'est elle qui a dit à papa quelle clôture vérifier en premier, » dit May. « Je me souviens. » Aline tripota la courte pointe. Sa mâchoire avait la forme de celle de son père quand il retenait quelque chose. Clara posa sa main sur celle, immobile, d'Adeline. « Pas beaucoup, juste une couverture, une présence. »« Votre papa va se battre, » dit Clara, « et je vais l'aider. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance toutes les deux, et j'ai besoin que vous soyez prudente, et j'ai besoin que vous veniez directement me voir ou voir votre papa si quelqu'un en dehors de cette famille vous pose des questions. Pouvez-vous faire ça? » May dit oui immédiatement. Aline leva les yeux. Ses yeux brillaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec le bonheur. « Allez-vous rester? » demanda-t-elle. « Même quand ça empirera? Parce que ça va empirer. C'est toujours le cas. » La question était trop vieille pour son visage. Clara entendit le poids de 18 mois en elle. Un enfant qui a appris que les choses sur lesquelles on compte partent. Elle ne dit pas « Bien sûr, je resterai ». Elle ne dit pas « Ne t'inquiète pas ». C'était des choses qu'on disait quand on essayait de réconforter un enfant plutôt que d'être honnête avec lui. Elle dit « Je ne partirai nulle part sans vous prévenir équitablement d'abord. C'est une promesse que je tiendrai. » Adeline l'étudia pendant 3 bonnes secondes. Puis elle hocha la tête une fois d'une manière qui ressemblait remarquablement à son père. Clara dit bonne nuit, se rendit dans sa chambre et resta un long moment dans le noir, le dos contre la porte. Elle avait dit qu'elle ne partirait nulle part. Elle l'avait pensé, et le penser l'effrayait. Non pas parce que c'était mal, mais parce qu'elle comprenait maintenant, avec la clarté nette qu'on a parfois à la fin d'une longue journée, à quel point elle en était venue à le penser. Cette maison, ses filles, cet homme qui tenait chaque clôture lui-même, gardait son chagrin dans une caisse en bois dans la grange et disait « Je ne sais pas » quand il ne savait pas, et l'appelait Clara comme si son nom valait la peine d'être dit avec soin. 5 jours. 5 jours n'étaient pas assez de temps pour savoir une chose pareille, et pourtant. Elle appuya ses paumes à plat contre la porte. Dehors, la nuit d'été était absolue. En bas, elle entendit une chaise racler. Riley, toujours à table avec le plan d'arpentage devant lui, combattant toujours la forme du combat. Elle ferma les yeux. Elle pensa aux mains de May tressant ses propres cheveux dans le noir parce que son père ne savait pas comment faire. Elle pensa à Adeline lisant une phrase 2 fois jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Elle pinça une boîte avec l'écriture d'une femme sur le côté, restée fermée pendant 18 mois parce que certains chagrins s'installent. Elle pensa à elle, debout à la gare de Laram avec $2,14 et un bouquet de mariée au cou brisé. Cette femme lui semblait très loin. Cette femme n'avait rien pour quoi rester. Cette femme avait quelque chose qu'elle n'était pas allée chercher et qu'elle ne pouvait maintenant imaginer retourner sans. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Ce n'était rien pour quoi elle avait un mot clair. Mais c'était réel et c'était là,
Et c'était à elle de la manière dont les choses sont à vous quand vous les avez méritées, en vous présentant et en ne partant pas. Elle ouvrit les yeux. Elle se décolla de la porte. Elle prit la bougie sur la table de chevet et redescendit. Riley leva les yeux quand elle revint dans la cuisine. Il ne demanda rien. « Poussez-vous, dit-elle. Laissez-moi regarder à nouveau le plan d'arpentage. » Il se poussa. Elle s'assit à la table, à la portée de la bougie, dans la maison de ranch qui n'était pas la sienne et l'été qui avait déjà 2 semaines, et étala le document d'arpentage entre eux et commença à lire. Ils travaillèrent jusqu'à plus de minuit. Clara trouva 2 choses dans le document d'arpentage que Riley avait manqué. Un numéro de confirmation de notaire, estampillé dans le coin inférieur gauche qui correspondait à la date du registre foncier du comté, et une signature de témoin secondaire que l'avocat de Davenport n'avait pas mentionnée, ce qui signifiait soit qu'il ne l'avait pas vu, soit qu'il comptait sur le fait que Riley ne la verrait pas. Aucune des 2 possibilités n'était réconfortante, mais la seconde était utile. « Il joue », dit Clara. Elle pressa son doigt sur la signature du témoin. Ceci contresigne la ligne de démarcation. S'il dépose la contestation sans aborder ce point, tout juge digne de ce nom la rejettera à la première audience. Riley se pencha sur le document à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui se dégageait de lui après une longue journée de travail. Il étudia la signature un long moment. « Vous avez raison, dit-il. Notez ça, dit-elle. Le numéro et le nom. Apportez les 2 à votre contact à la rame demain. » Il attrapa le crayon et le fit sans discuter, ce qu'il était venu à comprendre comme sa version de dire merci. Ils se reculèrent du document au même moment, et la cuisine était silencieuse, et la bougie avait brûlé d'un tiers sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive. Riley la regarda avec une expression qu'elle avait vue traverser son visage 2 fois auparavant. Ce regard qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais qui en était voisin. « Où avez-vous appris à lire un document juridique comme ça ?» demanda-t-il. « Je vous ai dit que mon père était avocat. Vous l'avez dit, je n'ai pas compris ce que ça signifiait jusqu'à maintenant. » Clara regarda le plan. Quand l'argent a manqué, il n'a pas pu garder son cabinet, mais il a continué à m'enseigner. Il disait que la connaissance était la seule chose qu'un créancier ne pouvait pas venir chercher. Elle fit une pause. Il avait raison sur ce point aussi. Riley resta silencieux un moment. « Il vous a bien enseigné. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, dit-elle. C'est tout ce que nous faisons. » Elle se leva, prit sa bougie et monta, et elle ne se retourna pas pour le regarder assis à la table, car elle avait déjà ressenti assez de choses aujourd'hui et elle avait une limite. Elle n'était juste plus sûre où se trouvait cette limite. Le matin, Riley partit pour le RAM avant le petit déjeuner. Il laissa un mot sur la table de la cuisine. 3 lignes, son écriture carrée et délibérée. Rien de gaspillé. Parti à la rame, de retour pour 3 heures. Ne laisse pas Adeline s'approcher du chat de la grange. Elle le nourrit et il se fait des idées. Clara le lut 2 fois. La dernière ligne lui arracha un son qui était presque un rire. Adeline, qui se tenait juste derrière elle, dit « Il t'a parlé du chat. » « Oui, dit Clara. « Ce n'est pas ma faute si le chat a faim, dit Adeline. »« Laisse le chat tranquille, dit Clara. Adeline laissa le chat tranquille pendant environ 40 minutes. La matinée suivit son cours. Leçon, une dispute entre les jumelles sur l'orthographe correcte de « assez » qui devint brièvement houleuse avant que Clara n'intervienne. Madame Girder arrivant à 10 heures avec de la farine et cette expression particulière sur la mâchoire qui signifiait qu'elle avait des informations. Elle ne les offrit que lorsque les jumelles furent occupées. « J'ai entendu quelque chose en ville hier, » dit Madame Girder en pétrissant la pâte avec l'efficacité d'une femme qui a utilisé le travail physique pour communiquer son mécontentement pendant 50 ans. Davenport a parlé. Il dit que M. McKenna laisse une femme étrange diriger sa maison. Il dit que c'est inconvenant, que les filles ne sont pas correctement prises en charge. Clara resta immobile. « Les gens écoutent ?» demanda-t-elle. « Certains, dit Madame Girder. Ceux qui doivent de l'argent à Davenport hochent la tête. Ceux qui n'en doivent pas, pour la plupart, ne le font pas. » Elle fit une pause. « Mais il a atteint le révérend. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le révérend Cole est passé au magasin d'aliments pour animaux en posant des questions sur votre passé. Madame Girder la regarda droit dans les yeux. « Il va venir ici, probablement en fin de semaine. » Clara croisa les mains sur la table. Elle y réfléchit précisément comme son père le lui avait appris. Pas ce que ça faisait ressentir, mais ce que c'était
et ce que ça exigeait. Merci de me l'avoir dit, dit-elle. Je me suis dit que vous voudriez savoir avant le retour de M. McKenna, dit Madame Gurder, pour que vous puissiez décider comment vous voulez gérer ça. Comment je veux gérer ça? Répéta Clara. Madame Gurder la regarda avec le regard franc et évaluateur d'une femme qui avait vu des gens prendre des décisions à cette table pendant des années. Vous n'allez pas fuir, dit-elle. Ce n'était pas une question. Non, dit Clara, je ne le ferai pas. Madame Gurder émit de nouveau ce son, celui qui vivait dans le même comté que l'approbation. Elle retourna à son pétrissage. Clara s'assit à la table et réfléchit à ses options avec la clarté froide de quelqu'un qui a eu assez de pratique avec les mauvaises situations pour cesser de s'apitoyer sur son sort. Fuir n'était pas une option. Elle avait réglé cette question dans son propre esprit il y a des jours, bien qu'elle n'y ait pas mis de mots avant la nuit dernière, dans le noir, le dos contre la porte. Ignorer le révérend ne ferait qu'empirer les choses. L'affronter selon les termes de Davenport ne ferait qu'empirer les choses, ce qui laissait une seule voie. Elle devait contrôler la conversation avant qu'elle ne soit menée pour elle. Riley était de retour à 2 heures, plus tôt qu'il ne l'avait dit, ce qui signifiait que ça s'était bien passé. Il franchit la porte avec le document d'arpentage sous le bras et une expression sur le visage qu'elle en était venue à lire comme sa version du soulagement. Pas détendu, pas démonstratif, juste l'immobilité particulière d'un homme qui s'est préparé à l'impact et peut maintenant se détendre. Le sceau du notaire est légitime, dit-il avant même d'avoir enlevé son chapeau. Mon contact a confirmé la correspondance du registre. La contestation de Davenport ne survivra pas à une audience formelle. Davenport le sait-il déjà? Demanda Clara. Il le saura d'ici demain. Riley posa le document sur la table. J'ai envoyé un mot par le greffier du comté. Avis officiel que la frontière est documentée et vérifiée et que toute plainte sera contestée avec le plan d'arpentage original. Il la regarda. Ça ne l'arrêtera pas complètement, mais ça ferme cette porte particulière. Bien, dit Clara. Asseyez-vous. Je dois vous dire quelque chose. Il s'assit. Elle lui raconta les informations de Madame Gurder sur Davenport, le révérend et les questions posées en ville. Elle le lui raconta de manière plate et directe, sans adoucissement, car Riley McKenna ne bénéficiait pas de l'adoucissement et elle avait cessé d'essayer. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Le muscle de sa mâchoire avait bougé 2 fois. « Il s'en prend à votre réputation, maintenant. » Non, dit Riley. « Oui, parce que la contestation du terrain ne tiendra pas. » Oui, il regarda la table. « Clara, si cela rend votre situation... » Riley, le coupa-t-elle. Pas méchamment, mais complètement. Ne faites pas ça. Il leva les yeux. Ne me proposez pas la porte, dit-elle. Je sais où est la porte. Elle ne m'intéresse pas. Il soutint son regard un long moment. Quelque chose en lui travaillait. Elle pouvait le voir. De la manière dont on voit le temps travailler sous un ciel clair avant qu'il ne se montre. « Que voulez-vous faire? » demanda-t-il. « Je veux parler au révérend moi-même, dit-elle, avant que Davenport ne puisse façonner la conversation. J'aimerais l'inviter à dîner. » Riley cligna des yeux. C'était la première fois qu'elle le voyait cligner des yeux à quelque chose qu'elle avait dit. « Dîner? Dîner, dit-elle. Ici, avec vous et les filles. Selon les termes de Davenport, je suis une femme étrange au passé douteux dans la maison d'un veuf. Selon mes termes, je suis une gouvernante qui a éduqué ses filles, pris les repas du dimanche à sa table et fait exactement ce pour quoi j'ai été engagé. Je veux que le révérend voie la deuxième version avant que quelqu'un ne lui vende la première. » Riley la dévisagea. « C'est soit très intelligent, dit-il lentement, soit c'est la chose la plus directe que j'ai jamais vu quelqu'un essayer. »« Les deux peuvent être vrais, » dit Clara. Il sourit presque. Pas tout à fait, mais les rides autour de ses yeux se déplacèrent d'une manière qu'elle en était venue à reconnaître. « Très bien, dit-il. Envoyez l'invitation. » Elle l'envoya cet après-midi-là, écrite de sa main la plus claire, livrée par le garçon du magasin d'aliments qui passait en rentrant chez lui. Dîner vendredi soir, 7 heures, au Ranch McKenna. Elle signa « Clara Duval, gouvernante ». La réponse revint en 2 heures. Le révérend serait présent. Vendredi arriva avec une chaleur véritablement accablante, non. Le genre d'après-midi de juillet du Wyoming qui s'abat sur tout sans excuse. Clara passa la matinée à s'assurer que les jumelles étaient préparées. Pas entraînées. Elle était attentive à cette distinction, mais préparée.
Il y avait une différence entre dire à un enfant quoi dire et s'assurer qu'il comprenait ce qui se passait assez bien pour être lui-même sans être surpris. May comprit immédiatement et complètement. Elle hocha la tête 2 fois et posa une question de clarification pour savoir si elle devait répondre si le révérend posait des questions sur ses leçons. Et quand Clara dit oui, elle hocha de nouveau la tête et ce fut tout. Adeline était plus compliquée. Et s'il demande quelque chose que je n'aime pas, dit Adeline. Sois poli, dit Clara. Et s'il n'est pas poli en premier, alors sois poli quand même, dit Clara. La politesse, quand on n'en a pas envie, est une compétence. Entraîne-toi ce soir. Adeline parut profondément insatisfaite de cette réponse, mais elle s'entraîna. Le révérend Cole arriva à 7 heures précises, ce qui en dit long à Clara sur son caractère. C'était un homme mince d'une 60aine d'années, aux yeux attentifs et à l'air de quelqu'un qui avait fait un travail difficile assez longtemps pour être bon sans en être fier. Il n'était pas, estima Clara dans les 30 premières secondes, un homme mauvais. C'était un homme qui avait reçu une version particulière des événements et qui était là pour la vérifier par rapport au monde réel. Elle pouvait travailler avec ça. Les 20 premières minutes furent les plus importantes et Clara le savait. Elle avait mis la table correctement, pas de manière élaborée, mais correctement, d'une manière qui communiquait la compétence et l'ordre sans performance. Madame Gorder avait laissé un rôti qui n'avait besoin que d'être maintenu au chaud. Les filles étaient assises, propres, les mains jointes, et May avait, sans qu'on le lui demande, mis sa belle robe. Adeline avait mis sa deuxième meilleure robe, ce que Clara considérait comme une victoire. Le révérend Cole prit sa place et regarda autour de la table. Clara le regarda regarder. Elle vit le moment où il se recalibra, l'image qu'on lui avait donnée en ville s'ajustant à la preuve devant lui. Riley dit le bénédicité, ce qu'il fit simplement et sans ostentation. Puis il passa le pain. La conversation commença prudemment, de la manière dont les conversations commencent quand deux personnes s'évaluent mutuellement à travers le rituel social d'un repas. Le révérend posa des questions sur le ranch, sur les pâturages d'été, sur la reprise du pâturage et après la sécheresse de l'année dernière. Riley répondit simplement. Clara écouta. Puis le révérend se tourna vers elle. « Mademoiselle Duval, dit-il, vous nous venez de Boston, si je comprends bien. »« Oui, dit-elle, tout un changement. »« En effet, dit-elle, j'ai découvert que j'y suis plus adapté que je ne l'aurais cru. Et votre famille, vos proches à Boston? »« Mon père est décédé il y a 2 ans, dit Clara. J'ai une cousine là-bas, pas d'autre famille à proprement parler. » Le révérend Cole hocha lentement la tête. « Et vous êtes venu dans l'Ouest pour... »« Je suis venu dans l'Ouest pour me marier, dit Clara. » Elle le dit sans broncher, sans baisser la voix, sans le demi-pas d'excuse qu'elle aurait pu faire 2 semaines plus tôt. L'arrangement a échoué à la gare de Laram. Monsieur McKenna m'a offert un poste le même jour, et je l'ai accepté. Elle sentit Riley très immobile à côté d'elle. Le révérend la regarda avec ses yeux attentifs. « Ce dut être une matinée difficile, dit-il. »« Ce le fut, dit-elle. Les 2 semaines qui ont suivi ont été meilleures. » May, qui était assise en face de Clara, la regarda avec une expression d'alliance si complète et sérieuse que Clara dut baisser les yeux sur son assiette une seconde. Le révérend se tourna vers les jumelles. « Et comment trouvez-vous vos leçons, jeune demoiselle? » Adeline se redressa. « Mademoiselle Clara vous fait lire les phrases 2 fois, dit-elle. La 2e fois, elles ont plus de sens. »« Vraiment? » Elle dit aussi que la politesse est une compétence, ajouta Adeline, avec l'air de quelqu'un rapportant un fait qu'il trouve légèrement gênant, mais qu'il a choisi de respecter. Les yeux du révérend se tournèrent vers Clara. Quelque chose en eux avait changé, l'évaluation se stabilisant, l'image s'éclaircissant. « Et vous, May? » demanda-t-il. May réfléchit. « Elle reste, dit May. » La table devint brièvement silencieuse. « Je vous demande pardon, dit le révérend. »« Quand les choses sont difficiles, dit May avec le calme direct d'un enfant énonçant le fait le plus important qu'il connaisse. Elle reste, la plupart des gens ne le font pas. » Clara serra les lèvres. Elle sentit la main de Riley bouger légèrement sur la table à côté d'elle, sans la toucher, juste présente. Le révérend regarda May un long moment, puis il regarda Clara, puis Riley, puis il prit sa fourchette. « Monsieur McKenna, dit-il, c'est un foyer respectable. » Riley dit, « Je le sais. »
Le reste du dîner fut plus facile. Le révérend posa des questions sur les progrès en lecture des jumelles avec un intérêt sincère. Il avait, il s'avéra, dirigé une petite école au Nebraska pendant 6 ans avant de venir à Laram, ce qui expliquait les yeux attentifs. Adeline démontra sa lecture améliorée d'un passage de McGuffey avec l'enthousiasme d'une artiste de scène. May lut son passage tranquillement et précisément, puis se rassit comme si c'était suffisant, ce qu'il était plus que. Quand le révérend partit à 8 heures, il serra la main de Riley, puis se tourna vers Clara et dit « On m'a donné une image incomplète, mademoiselle Duval. Je m'excuse pour la nature de ma visite. » « Vous êtes venue et avez regardé par vous-même, dit Clara. C'est tout ce qu'on peut te demander. » Il hocha la tête, mit son chapeau et repartit vers Laramie. La porte se ferma. Adeline dit « Avons-nous réussi? » « Oui, dit Clara. « Peut-être c'est la politesse? » « C'était May, dit Clara. May regarda le sol, ce qui chez May était l'équivalent d'un large sourire. Riley envoya les filles au lit et revint à la cuisine où Clara débarrassait la table. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la regardant comme il regardait parfois les routes, comme quelque chose qu'il prenait au sérieux. « Vous avez tout planifié, dit-il. »« J'ai planifié le dîner, dit-elle. Les filles ont fait le reste elles-mêmes. » La réplique de May, « Je ne lui ai pas appris ça. » Clara dit, « Elle vous observe depuis 18 mois. Elle sait ce que signifie rester parce que vous l'avez fait. » Elle posa les assiettes et le regarda directement. « Vous êtes resté quand Ellen est morte, quand Davenport a commencé, quand toutes les raisons censées de vendre et d'aller quelque part de plus facile se sont présentées. Vous êtes resté. Vos filles savent ce que ça veut dire. Elles avaient juste besoin que quelqu'un le dise. » Riley resta silencieux un long moment, assez longtemps pour que la cuisine s'installe dans ses bruits de nuit. « Vous êtes ici depuis 2 semaines, dit-il finalement. 14 jours, dit-elle. Et vous connaissez mes filles mieux que la plupart des gens qui les ont connues toute leur vie. Elles ne sont pas difficiles à connaître, dit Clara. Elles avaient juste besoin d'être écoutées. Il la regarda vraiment. Pas comme un homme regarde quand il évalue ou décide, mais comme un homme regarde quand il a déjà décidé et qu'il se laisse seulement maintenant le savoir. C'était le visage le plus ouvert qu'elle lui ait jamais vu. « Clara, dit-il. Riley. » Elle garda sa voix égale. « Je dois vous demander quelque chose. » Elle attendit. Il décroisa les bras, fit un pas dans la cuisine. Ce n'était pas un homme qui faisait des discours. Elle le savait maintenant. Le comprenait aussi bien qu'elle comprenait ses silences, ses gestes de chapeau et la façon dont il disait son nom quand il le pensait. « Voudriez-vous envisager, dit-il, de rester au-delà des 2 mois? » Elle le regarda. « En tant que gouvernante? » Une pause. Pas seulement en tant que gouvernante. Les mots s'installèrent dans la cuisine entre eux avec le poids de quelque chose de vrai. Clara regarda ses mains sur la table. Elle pensa à Boston, qui lui semblait maintenant un pays qu'elle avait visité il y a longtemps. Elle pensa à un bouquet brisé sur un banc de bar et à une lettre sans nom signée en bas. Elle pensa à Adeline lisant des phrases 2 fois et à May tressant ses propres cheveux et à un homme qui gardait son chagrin dans une boîte en bois parce que l'ouvrir était trop et ne pas l'ouvrir était son propre dommage lent. Elle pensa à s'asseoir à cette table sous une bougie avec un document d'arpentage entre eux à minuit et à ne vouloir être nulle part ailleurs. « Vous devriez savoir quelque chose, dit-elle. »« Très bien. Je ne suis pas venue ici en prévoyant de rester. » Elle leva les yeux vers lui. « Je suis venue ici parce que j'avais $2 et aucun plan et que vous avez demandé au bon moment. Je veux que vous le sachiez parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis venu avec des intentions que je n'avais pas. »« Je le sais, dit-il, j'étais à la gare. Et j'ai besoin que vous sachiez que ce que je ressens maintenant est différent de ce avec quoi je suis venu ici, dit-elle. Non pas parce que je l'ai planifié, mais parce que c'est arrivé. » Elle fit une pause. « Je vous dis ce que là parce que je ne suis pas une femme qui laisse les choses être supposées. Si quelque chose est vrai, je veux que ce soit dit clairement. » Riley était très immobile. « Est-ce que votre façon de dire oui? » demanda-t-il. « C'est ma façon de dire que j'ai besoin que vous demandiez correctement, » dit-elle. « Pas ce soir, pas après un bon dîner et une dispute gagnée, mais quand vous serez sûr que vous saurez ce que vous demandez et que vous le demanderez clairement. » Elle croisa ses yeux. « Alors je vous donnerai une réponse claire. » Il soutint son regard pendant 4 bonnes secondes.
Marché conclu, dit-il. Et la façon dont il le dit, ferme, sans hâte. Un homme à qui on vient de dire exactement quelle clôture construire et qui a l'intention de la construire correctement, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le fait qu'il demanderait. Il demanderait. Elle alla se coucher cette nuit-là, avec son cœur faisant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur exactement, quelque chose de plus durable que le bonheur. Quelque chose qui ressemblait à de la terre sous ses pieds après une longue période de rien de solide. Elle resta allongée dans le noir et pensa à la voix de May au dîner. Elle reste. Elle appuya sa main à plat contre sa poitrine où le sentiment vivait. Oui, pensa-t-elle. Elle reste. 3 jours après le dîner du révérend, une lettre de Boston arriva. Claire a reconnu l'écriture avant même d'avoir brisé le sceau. L'écriture de sa cousine Margaret, inclinée et précise. Le genre d'écriture qui signifiait des affaires, même en disant bonjour. Elle l'ouvrit à la table de la cuisine pendant que les jumelles étaient à leur leçon, et la lut debout parce que quelque chose dans le poids de l'enveloppe lui avait dit de rester sur ses pieds. Margaret avait écrit 6 paragraphes. Les 2 premiers étaient des politesses que Clara parcourut rapidement. Le 3e fut celui qui la figea. Thomas Hale a épousé une femme nommée Dorothea Finch le 14 juillet, à peine 3 semaines après votre départ de Boston. L'annonce a été publiée dans le Courrier. J'ai pensé que vous devriez le savoir, bien que j'ai débattu de l'utilité de le savoir. J'ai décidé que vous préféreriez savoir plutôt que d'être la dernière à l'apprendre. Vous avez toujours été comme ça. Même enfant, Clara posa la lettre sur la table. Elle resta là un long moment, les 2 mains à plat sur le bois, la chaleur de l'été pressant à travers la fenêtre, et le son d'Adeline lisant à voix haute depuis le salon de devant, se trompant de mots, étant corrigée par May, se disputant à ce sujet avec la persistance joyeuse d'un enfant qui a presque certainement raison et le sait. 3 semaines. Thomas avait épousé quelqu'un d'autre 3 semaines après avoir quitté Clara à la gare, ce qui signifiait qu'il le savait avant d'écrire ces 3 phrases, ce qui signifiait que la lettre « S'il te plaît, ne m'écris pas » avait été écrite par un homme qui avait déjà choisi et fermait simplement une porte derrière lui en route vers autre chose. Clara reprit la lettre et la lut jusqu'à la fin. Margaret concluait par « Rentre à la maison si tu en as besoin. L'offre tient toujours. Mais j'ai lu ta dernière lettre et tu semblais différente de ce que je t'ai entendu paraître depuis des années. Alors peut-être es-tu déjà là où tu devrais être. » Clara plia la lettre. Elle la mit dans sa poche. Elle se rendit à l'embrasure de la porte du salon et resta là un moment, regardant Adeline pointer du doigt un mot sur la page et May le regarder avec une patience exagérée. Elle sentit quelque chose quitter son corps. Pas douloureusement, pas de façon spectaculaire. De la manière dont une fièvre tombe, de la manière dont une corde se détend lorsque le poids à l'autre bout est coupé. Thomas Hale avait épousé Dorothea Finch le 14 juillet. Clara Duval était à une table de cuisine dans le Wyoming, en train de lire des plans d'arpentage à minuit. Elle retourna à la cuisine et mit la bouilloire à chauffer. Quand Riley entra pour le déjeuner, elle était déjà à table avec une tasse de thé et une droiture dans sa colonne vertébrale qu'il n'avait pas vue de cette manière particulière auparavant. Il la regarda une fois, ce regard de lecture rapide qu'il avait, et se versa son café et s'assit. « Bonne ou mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il. « Ni l'un ni l'autre, dit-elle. Une vieille nouvelle. » Elle lui raconta brièvement, sans élaboration émotionnelle, car les faits étaient insuffisants. Et Riley McKenna était un homme qui comprenait les faits. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il posa sa tasse. « Comment vous sentez-vous? »« Libre, dit-elle. Et puis, parce que c'était vrai et qu'elle s'était promis de dire les choses vraies clairement. « Je me sens complètement libre. » Riley la regarda un moment. « Bien, dit-il. Juste ça. Rien de géré à ce sujet. Rien de joué. Juste le mot posé comme une main sur une blessure pour lui faire savoir qu'elle a été vue. » Clara but son thé. Les jumelles entrèrent pour le déjeuner et la conversation continua, de la manière dont la vie continue quand elle a un endroit où aller. La vraie tempête éclata ce même après-midi. Davenport n'envoya pas d'avocat cette fois. Il vint lui-même. Clara était dans la cour avant, aidant May à pratiquer ses lettres sur une ardoise, quand la calèche franchit le portail. Elle sut qui c'était avant qu'elle ne s'arrête. Les chevaux bais assortis, la qualité particulière d'un homme qui paye pour que tout l'annonce avant son arrivée. Gerald Davenport était un homme bien nourri d'une 50aine d'années,
avec le genre de visage qui avait probablement été beau autrefois et qui portait maintenant ses années comme une dette qu'il en voulait. Il ne descendit pas immédiatement de la calèche. Il regarda autour de la cour comme un homme regarde une chose qu'il a l'intention de posséder. Puis il regarda Clara. « Vous seriez la femme de Boston, dit-il. »« Oui, dit Clara. »« Où est-ce McKenna? »« Quelque part sur sa propriété, dit Clara, ce qui est une quantité considérable de terrain. » Les yeux de Davenport se posèrent sur May, qui était devenue très immobile à côté de Clara, son ardoise pressée contre sa poitrine. « Rentre à l'intérieur, May, dit Clara doucement. May rentra, elle ne courut pas. Elle marcha le dos droit d'une manière qui ressemblait exactement à son père. Davenport descendit. Il le fit sans se presser, de la manière dont les hommes puissants ne se pressent pas, utilisant leur aisance comme une déclaration. Il s'approcha de Clara et s'arrêta à une distance juste à l'intérieur de celle qu'elle aurait choisie. « J'attendrai McKenna, dit-il. « Vous êtes le bienvenu, dit Clara. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire clairement et je le transmettrai. » Davenport la regarda avec la condescendance particulière d'un homme qui n'a jamais eu à prendre une femme au sérieux et a décidé que ce ne serait pas la première fois. « Mademoiselle Duval, dit-il, je ne sais pas ce que McKenna vous a dit de notre arrangement. »« Je sais qu'il n'y a pas d'arrangement, dit Clara. Je sais que vous avez déposé une contestation de frontières invalide et que vous avez été informé qu'elle serait contestée avec le plan d'arpentage original authentifié. Je sais que vous avez envoyé la connaissance de votre femme à cette maison pour lancer une rumeur sociale. Et quand ça n'a pas tenu, vous êtes allé voir le révérend qui est venu ici et est reparti satisfait. Et je sais, elle garda sa voix égale, comme son père le lui avait appris à la garder quand l'autre personne voulait la déstabiliser, que vous êtes maintenant venu sur cette propriété sans invitation, ce que M. McKenna voudra savoir. Davenport la dévisagea. « Vous êtes une sacrée surprise, dit-il, et sa voix avait changé, ne reculant pas, mais se recalibrant. « On me l'a dit, dit-elle. Une femme de Boston qui lit le droit, dit-il lentement. Je me demande comment c'est arrivé. Mon père était avocat, dit-elle. Il croyait dans l'éducation de sa fille. Je trouve que ça continue d'être utile. » Davenport resta silencieux un moment. Quelque chose travailla sur son visage qui n'était pas facile à lire. Pas de la colère, pas tout à fait. Plutôt un homme ajustant ses attentes d'une situation qu'il pensait avoir contenue. « Le prêt pour le bétail est dû en novembre, dit-il. La banque de Harland. »« Je sais, dit Clara. McKenna a eu un été sec. Le troupeau est en baisse par rapport à l'année dernière. » Il le dit avec une amabilité qui était la pire sorte de menace, celle livrée comme une observation. Ce prêt pourrait être difficile à rembourser. « Alors, Monsieur McKenna le remboursera d'une autre manière, dit Clara. Ce n'est pas votre affaire. Ce le sera s'il fait défaut. Il ne fera pas défaut. Vous semblez certaine pour une femme qui est ici depuis 3 semaines. Je suis certaine, dit-elle, parce que j'ai regardé ses livres et j'ai regardé sa terre et j'ai regardé l'homme lui-même et aucune de ces choses n'a l'habitude d'échouer. » Les mots sortirent avec une conviction qu'elle n'avait pas prévue, et elle les sentit la quitter comme on sent une chose vraie vous quitter, proprement, sans reste. Davenport la regarda un long moment, puis il regarda la maison, le ranch, la ligne de clôture courant vers l'est en direction des terres du ruisseau qu'il voulait. « Vous savez, dit-il doucement, je pourrais rendre les choses plus faciles pour tout le monde, pour vous en particulier. Je n'ai besoin de rien de plus facile, dit Clara. Les femmes de Boston en ont généralement besoin, dit-il. Finalement, alors vous n'en avez pas connu assez, dit-elle. Bon après-midi, Monsieur Davenport. Elle lui tourna le dos, monta les marches du porche, franchit la porte et la ferma derrière elle. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'effort soutenu de se tenir immobile alors que tout en elle avait voulu être plus bruyant. May se tenait à 1 mètre de la porte. « J'ai entendu, dit May. »« Je sais, dit Clara. »« Vous lui avez dit non, dit May. »« Oui. »« Il est toujours là, dit May en regardant la porte fermée. »« Il partira, dit Clara. »« Les hommes comme ça partent quand il n'y a plus personne à impressionner. » Elles restèrent ensemble dans le couloir pendant 90 secondes. Puis elles entendirent la calèche partir. May expira. « Va chercher ton ardoise, dit Clara. Nous n'avons pas fini avec tes lettres. » Elles retournèrent dehors.
Riley rentra du champ nord à 4 heures et Clara lui raconta toute l'histoire, de la même manière qu'elle avait raconté l'histoire du révérend, plat, clair, rien d'omis. Quand elle en arriva auprès pour le bétail, elle vit que ça le touchait. Pas la connaissance elle-même, puisqu'il connaissait le prêt, mais le fait que Davenport le lui avait apporté, qu'il s'était tenu dans la cour de Riley et avait posé cette carte sur sa table par l'intermédiaire de sa gouvernante. La mâchoire de Riley était une ligne dure. Il essaye de vous faire peur pour que vous partiez, dit-il. Il l'a fait, dit Clara. Ça n'a pas marché. Vous lui avez dit ça dans ces mots exacts, dit-elle. Riley resta silencieux, puis il dit, je dois vous dire quelque chose. Elle attendit. J'ai été en pourparlers avec un homme à Cheyenne pour un contrat de bétail, dit-il. Si ça se concrétise, le prêt de novembre est couvert. Pas seulement remboursé. Couvert. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas y mettre de poids avant que ce ne soit réglé. Il la regarda directement. Ça s'est réglé ce matin. J'ai eu la confirmation quand j'étais dans le champ nord. Clara le dévisagea. Vous avez ça depuis ce matin? Depuis 10 heures, dit-il. J'allais vous le dire ce soir. Et pendant ce temps, Davenport est venu ici et a menacé le prêt, ne sachant pas qu'il était déjà réglé, dit Riley. Et le coin de sa bouche bougea d'une manière qui était cette fois définitivement un sourire. Petit, contrôlé et absolument réel. Il a joué sa dernière carte contre une main qui avait déjà gagné. Clara le regarda. Elle pensa à l'homme qui s'était assis à cette table avec les deux mains autour d'une tasse de café et avait dit « Je ne sais pas » à voix haute. Elle pensa à toutes les choses qu'il avait faites tranquillement, en coulisses, tout en tenant chaque clôture lui-même. « Vous vous êtes battu tout ce temps, dit-elle. C'est ce qu'on fait avec une terre qui vaut la peine d'être gardée, dit-il. On se bat pour elle. Il la regardait toujours quand il le dit, et ils comprirent tous les deux que la conversation avait dépassé la terre. Leur rebondissement survint 4 jours plus tard, et il vint de la direction que Clara attendait le moins. Son frère arriva par la diligence du mercredi après-midi. Elle n'avait pas vu James Duval depuis 2 ans, pas depuis les funérailles de leur père, quand il s'était tenu à côté d'elle près de la tombe, lui avait tenu la main sans parler, puis était retourné à son travail d'arpenteur à Saint-Louis avec la promesse qu'il écrirait, ce qu'il avait fait irrégulièrement et sans le genre de détails qui constituait une communication réelle. Il se tenait sur le porche quand elle revint des leçons de l'après-midi, chapeau à la main, plus mince qu'elle ne s'en souvenait, avec les yeux de leur père et la mâchoire de leur père, et une expression sur son visage qui était à la fois soulagement et honte. Clara s'arrêta de marcher. « James, dit-elle. »« Clara. » Il descendit les marches du porche. « Margaret m'a écrit, m'a raconté ce qui s'est passé à Laram. Je suis venu dès que j'ai pu m'échapper. » Clara regarda son frère, cet homme qui était sa dernière famille, qu'elle n'avait pas vu pendant que Thomas Hale démantelait ses plans, que l'appartement était loué et qu'elle se tenait à une gare avec $2 dans son sac à main. Elle sentit le temps intérieur compliqué d'une personne qui est à la fois heureuse et blessée de voir quelqu'un en même temps. « Tu es arrivé avec 2 semaines de retard, dit-elle. »« Je sais, dit-il. Je suis désolé, Clara. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû. » Il s'arrêta. « Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. »« Oui, dit-elle, il y en a. » Elle le dit sans l'adoucir, car il méritait le poids de cela, et parce qu'elle s'était promis d'arrêter de faciliter les choses pour les gens qui les lui avaient rendues plus difficiles. James l'encaissa. Il hocha la tête une fois et ne discuta pas. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Clara regarda la maison derrière lui, la fenêtre avant où elle pouvait voir l'ombre d'Adeline bouger, probablement en train de regarder de derrière le rideau avec la subtilité d'une petite fanfare. Elle pensa à la table de la cuisine et à la bougie brûlée d'un tiers. Elle pensa à la tresse de May faite dans le noir. Elle pensa à un homme qui avait dit « marché conclu » et le pensait. « Oui. »« Oui, dit-elle, je vais considérablement plus que bien. » James la regarda un long moment. Il avait la manière de leur père de lire un visage, lente et approfondie, sans se précipiter vers une conclusion. Ce qu'il y vit fit se détendre quelque chose dans sa propre expression. « Tu as trouvé quelque chose, dit-il. »« Quelque chose m'a trouvé, dit-elle. J'ai juste eu le bon sens de rester. » Elle le fit entrer. Riley entra de la grange 20 minutes plus tard, jeta un coup d'œil à l'étranger à sa table de cuisine et tendit la main avec la simplicité directe d'un homme qui ne complique pas les choses de base. « Riley McKenna, dit-il.
James Duval, dit James, le frère de Clara. Je m'en doutais, dit Riley. Il s'assit, se versa du café et regarda James avec le regard de lecture constant qu'il donnait à tout ce qu'il avait besoin de comprendre. C'est loin de Saint-Louis. Oui, dit James, ma sœur vaut la distance. Riley jeta un coup d'œil à Clara. Oui, elle la vaut, dit-il, plat, simple et sans aucune hésitation. Clara regarda sa tasse de café. James resta 3 jours, dormant dans le salon de devant, passant ses matinées avec les jumelles, qui l'adoptèrent immédiatement. Adeline, parce qu'il connaissait l'arpentage et pouvait expliquer la mesure des terres en des termes qu'elle trouvait directement utiles pour son projet, en cours de comprendre ce que son père possédait. May, parce qu'il était calme, lisait des livres et passait des tests intérieurs qu'elle administrait sans l'annoncer. Lors de sa dernière soirée, James s'assit sur le porche avec Riley et Clara et parla pendant 2 heures de la manière dont les gens parlent quand ils disent les choses importantes sous les choses ordinaires. Clara écouta principalement. Elle avait passé sa vie à écouter les hommes parler autour de ce qu'ils voulaient dire, et elle était devenue douée pour en entendre le centre. Le centre de cette soirée était James disant « Je vois ce que c'est et j'en suis heureux ». Il ne le dit pas avec ces mots. Il le dit dans la façon dont il remplit le café de Riley sans qu'on le lui demande, et dans la façon dont il interrogea Riley sur le contrat de Cheyenne avec l'intérêt spécifique d'un homme qui se soucie de la stabilité financière d'un foyer particulier, et dans la façon dont il regarda Clara une fois, juste une fois, à travers la table avec les yeux de leur père, et l'expression d'un homme déposant un souci qu'il avait porté trop longtemps. James partit par la diligence du jeudi matin. Il serra Clara dans ses bras sur le porche et dit doucement « C'est un homme bien. »« Je sais, dit-elle. »« Papa l'aurait aimé, dit James. Clara sentit là atterrir dans sa poitrine de la manière dont son frère avait voulu que ça atterrisse. « Oui, dit-elle, il l'aurait aimé. » James toucha son chapeau à Riley, ébouriffa les tresses d'Adeline à sa grande objection et monta dans la diligence, Wayton. La cour devint silencieuse. Adeline dit « Est-ce qu'il revient? » Probablement, dit Clara. Bien, dit Adeline suavement. Il allait m'apprendre à utiliser un niveau d'arpenteur. May dit à personne en particulier. Il a les yeux de mademoiselle Clara. Tout le monde la regarda. Quoi? Dit May. C'est vrai. Riley posa sa main sur l'épaule de Clara. La première fois qu'il la touchait de cette manière, délibérée et simple, comme il faisait chaque chose importante, et dit « Allez les filles, les leçons. » Ils rentrèrent. La demande en mariage eut lieu ce dimanche-là, pas au dîner, pas avec cérémonie. Riley la trouva après l'église. Ils étaient allés à la rame pour le service du dimanche. La première fois que Clara était retournée en ville depuis la gare, et elle l'avait traversée différemment de ce à quoi elle s'était attendue, sans le serment auquel elle s'était préparée. La ville n'était qu'une ville. La gare n'était qu'une gare. Le banc où elle avait laissé le bouquet n'était qu'un banc. Elle était qui elle était et où elle se tenait maintenant, et aucune de ces choses n'avait rien à voir avec Thomas Hale. Sur le chemin du retour, Adeline s'endormit contre l'épaule de May. May resta éveillée, regardant le paysage qui défilait avec l'expression privée qu'elle portait quand elle pensait à quelque chose auquel elle n'avait pas encore mis de mots. Riley ne dit rien jusqu'à ce qu'ils atteignent le portail du ranch. Il aida les filles à descendre, les envoya à l'intérieur et resta un moment près du chariot après que Clara fut descendue. Elle savait. Elle avait su depuis le marché conclu. Elle avait juste attendu. De la manière dont on attend qu'une chose arrive correctement plutôt que de se précipiter pour la rencontrer. « Clara, dit-il. »« Riley, dit-elle. » Il enleva son chapeau, le tint à 2 mains devant lui comme il l'avait tenu à la gare le premier jour. Cet homme qui s'était tenu à 20 mètres et avait décidé de s'approcher ou non, puis s'était approché quand même parce que ne pas demander, était pire que de se faire dire non. « Je sais que ça ne fait pas longtemps, dit-il, et je sais que vous êtes venu ici avec rien et que vous avez construit quelque chose ici qui est à vous maintenant, indépendamment de moi. Je veux que vous sachiez que je comprends ça. Ce que vous avez construit ici, votre place dans cette maison avec ces filles, c'est à vous. Ce n'est conditionné par rien. » Clara était très immobile. « Mais je vous aime, dit-il. Je ne l'ai pas planifié et je ne l'ai pas précipité et j'en suis sûr depuis environ 10 jours. Alors, je vous le dis clairement, comme vous me l'avez demandé, et je vous le demande clairement. Voulez-vous m'épouser? Pas de la fioriture,
Pas de discours, juste la vérité posée comme un document d'arpentage sur une table de cuisine. Voici ce qu'il dit. Voici les coordonnées. Voici ce qui est réel. Clara regarda cet homme, ce rancher qui vérifiait sa grange en dernier chaque soir, gardait son chagrin dans une boîte en bois et disait « Je ne sais pas » quand il ne savait pas, et appelait son nom comme s'il valait la peine d'être dit avec soin. Elle pensa à une femme en robe blanche à une gare. Elle pensa à toutes les façons dont elle avait failli ne pas rester. Elle pensa à la voix de May au dîner du révérend. Elle reste. Et à la façon dont Adeline lisait les phrases 2 fois maintenant. Et à une bougie brûlée d'un tiers à minuit sur un document d'arpentage. Et à 2,14 $ qui vivait maintenant dans un bocal sur sa table de chevet, parce qu'elle les gardait là comme un rappel qu'on peut arriver à un endroit avec rien et le quitter riche. « Oui, dit-elle, je veux vous épouser. » Riley remit son chapeau. Il s'avança et prit sa main dans les siennes, prudent, certain, comme il faisait chaque chose importante, et la tint sans précipiter ce qui viendrait ensuite. « Je devrais vous dire, dit-il, qu'Adeline le sait déjà. Elle l'a deviné il y a 4 jours et l'a dit à May. Et May m'a dit ce matin que si je ne demandais pas aujourd'hui, elle allait vous écrire un mot elle-même. » Clara regarda la maison. Le visage d'Adeline disparut de la fenêtre avant avec une vitesse impressionnante. Clara rit, un vrai rire, plein et sans retenue, le genre qu'elle n'avait pas produit depuis avant Boston. Avant l'appartement, avant 3 phrases sans nom en bas. Riley la regardait avec les rides autour de ses yeux tous déplacés, ouvertes, chaleureuses et entièrement siennes. « Vous saviez qu'elle regardait, dit Clara. « J'avais des soupçons, dit-il, et vous avez demandé quand même. »« Je vous l'ai dit, dit-il, ne pas demander est pire que de se faire dire non. » Clara regarda cet homme, ce ranch et ce dimanche d'été dans le Wyoming, et elle comprit quelque chose pour lequel elle n'avait pas eu le langage complet jusqu'à ce moment précis. Que la vie qui vous est destinée n'est pas toujours celle que vous avez planifiée. Parfois, c'est celle qui vous trouve sur un banc de coin avec un bouquet brisé et le bon sens de dire oui à un étranger qui s'est approché quand même. Elle était arrivée avec rien. Elle ne laissait rien derrière elle. Elle se tenait exactement là où elle était censée se tenir, sur un terrain qu'elle avait gagné, les 2 pieds dans une vie qu'elle avait choisie les yeux ouverts. May apparut à la porte. Adeline était juste derrière elle. « Alors? » demanda Adeline. « Oui, dit Clara. » Adeline leva les 2 bras au-dessus de sa tête. May dit « Je le savais », avec la satisfaction profonde d'un enfant qui a fait un long calcul et vient de confirmer sa réponse. Riley regarda Clara. Clara regarda Riley. « Prête? » dit-elle. Elle était prête depuis qu'elle avait croisé les mains sur ses genoux sur une route en chariot à 12 miles à l'est de Laram et avait regardé le Wyoming s'ouvrir autour d'elle comme quelque chose qui avait attendu. « Je suis prête depuis longtemps, dit-elle. Et c'était de la vérité, toute la vérité, nette, établie et entièrement sienne. Clara Duval, qui est venue dans l'Ouest avec rien, 2 $ et un bouquet brisé, et s'est construit une vie à 2 mains à partir des choses qui comptaient vraiment. L'honnêteté, le travail et le courage de rester, quand rester était la chose la plus difficile et la plus nécessaire. Elle monta les marches du porche. Elle rentra chez elle.